Je peux vraiment être constipée pour différentes raisons. Et généralement, les symptômes de ces gens-là, ça va être j'ai juste du mal à y aller, ou bien ça me fait mal. J'y vais, mais c'est jamais vide complètement. Ou bien mes selles sont jamais les mêmes au niveau de la consistance. J'ai la sensation de besoin, j'y vais, et en fait j'ai beau pousser, il n'y a rien qui descend, j'ai plus rien. Déjà, les gens, ils savent même pas qu'il faut pas pousser. Ça, c'est la base. Soit j'ai plus trop la sensation de besoin. Ça se travaille aussi avec un cathéter et tu as un ballonnet au bout. Donc moi, mon but, c'est que son rectum puisse mieux sentir plus rapidement ses selles à temps. C'est pas censé être douloureux. Et on a franchement des hyper bons résultats. Quand t'es constipé chronique sur plusieurs jours, c'est plein de selles d'accumulation. Et souvent, c'est un gros bouchon qui se crée à la fin, date d'il y a une semaine. Et puis t'as tout le reste au-dessus. C'est le plus dur à faire sortir. J'ai commencé à pleurer de douleur. Ma mère s'inquiétait, elle était à l'extérieur. Donc je pousse à fond. J'ai des fissures. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon âme, quoi. Bon, je parle de révolution parce qu'on rigole quand je parle de mes anecdotes. J'y allais vraiment jamais, quoi. Et quand je voyais les gens la même heure, tous les matins, mais je les enviais, quoi. Alors du coup, t'es ballonné à fond, t'as du mal à respirer. Les jeans, je suis hyper fine des jambes, mais par contre, pour fermer, c'était super compliqué. T'es jamais vraiment à l'aise. Quand tu manges, tu te dis, oh, encore, ça va encore s'entasser. Donc en fait, c'est la répétition de pousser tout le temps, toute ta vie. Et ça peut ne plus tenir, quoi, tu vois. Le rectum, souvent, les gens le voient un peu comme un réservoir à vertical, comme ça. Déjà, il faut savoir, il n'est pas droit. Il est en forme de S. Le corps humain, il est vraiment bien fait. Si maintenant, t'as la diarrhée, les contractions vont être assez rapides. Si jamais c'est tout droit, ça coule direct. Autour de ton rectum, tu as des capteurs qui vont envoyer une information à ton cerveau pour dire « Ah, tu as quelque chose à l'intérieur ». Ces capteurs-là, en fait, ils sont distendus. Quand il y a quelque chose qui arrive, ça va en fait s'agrandir. À ce moment-là, ton cerveau, il se dit « Ah, ok, il y a quelque chose à l'intérieur ». Si maintenant, on est en train de faire un podcast, tu dis « Bah non, je peux pas y aller maintenant ». Il faut absolument qu'en bas, ça continue à se fermer. Et donc, pour qu'il y ait moins de pression, en fait, ça doit s'élargir un petit peu. Ce qui fait que tu peux attendre un petit peu sans que... Longtemps même. Tu vois, je passais une semaine sans aller à selle. Pas parce que j'y allais tous les jours et j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais pas du tout envie. Le bilan anorectal, c'est pour permettre aux patients de se dire « Ok, elle me parle de mon périnée, je sais même pas ce que c'est ». En fait, ils sont jamais regardés et c'est ok. Je pense que le plus important, c'est de quand même connaître son corps. Un minimum, parce qu'il y a là où tu as un problème. Ce bilan-là va me permettre à moi de l'évaluer, mais surtout pour qu'elle puisse sentir où est-ce qu'il se trouve, comment est-ce qu'il est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir améliorer ce dont elle a besoin d'améliorer. Si ça se trouve, en fait, elle est en train de serrer, elle serre ses fesses, elle serre pas son périnée. Elle me dit, ouais, moi j'ai hyper bien serré. À la maison, elle le fera. Tout ce qui est anorectal, les sons vont permettre de capter la contraction musculaire. J'ai beau lui demander de serrer, il n'y a rien qui se passe. Elle comprend pas, il n'y a pas de lien. Et donc là, j'utilise la sonde. C'est branché en fait à un ordinateur. Et donc moi, je peux envoyer un courant électrique qui va simuler une contraction pour qu'elle se dise, ah oui, c'est là, je sens. Donc on peut travailler en fait la prise de conscience pour l'aider à pouvoir contracter et relâcher son périnée, parce qu'avant, en fait, elle n'arrivait pas à le faire toute seule. Parmi mes questions, je pose d'office la question, c'est est-ce que tu utilises les doigts ? Ce nouvel épisode du jour, je vous préviens, est très long, mais c'est une mine d'or si vous avez un intestin irritable, alors restez bien jusqu'au bout. Et si vous avez une petite minute, ça nous aide beaucoup si vous laissez un petit commentaire ou un avis. Bonne écoute sur Poopcast. Alors, Ivy, Fleur. à quel moment on se dit, quand on est kiné, qu'on va se spécialiser dans ce que tu fais ? Et qu'est-ce que tu fais et qui es-tu ? Alors, je m'appelle Ivy Duyong, je suis kiné en périnéologie, mais spécialisée vraiment dans l'anorectal aussi. Et c'est vrai que c'est une question que plein de patients me posent. Généralement, on me la pose pas à la première séance, on me la pose un peu quand on est plus à l'aise, à la deuxième, troisième, genre « Mais pourquoi t'as fait ça en fait ?» Et en fait, à aucun moment, tu sors de kiné, tu dis « Moi, je vais d'office faire de la kiné anorectale. On est bien d'accord. Mais en fait, c'est parce que je suis ma propre patiente. Je suis passée par des expériences assez traumatiques, on va dire. Justement, j'y viens. Et je pense que c'est important d'en parler parce que ça explique aussi pourquoi je fais ça. Et ça permet aussi de rassurer les patients. Parce qu'ils disent « Ah, en fait, on n'est pas tout seul. » Et elle est aussi un peu passée par là. Et ça commence souvent quand t'es plus petit, quoi. Et donc, moi, j'étais au restaurant de mes parents. Je termine l'école. Je pense que j'étais en primaire, donc vraiment très jeune. Et le truc, c'est qu'il faut savoir que la toilette, elle est grande. Et donc, la porte, elle est loin. Et tu fermes la porte à clé quand tu vas aux toilettes pour aller à la selle, quand même. Et donc, je suis sur les toilettes et cas classique, je suis constipée. Je suis constipée, je pousse à fond parce que c'est ce qu'on t'apprend quand t'es petit. Donc, tu pousses. Et là, en fait, arrive un moment où y a un peu qui est sorti et pas complètement. Donc, tu peux ni te lever et tu restes bloqué. Je suis passée je sais pas combien d'heures dedans. Mes parents sont inquiétés, mais mon père pouvait pas rentrer dans la toilette. Et t'avais quel âge ? J'étais toute petite, je pense j'avais genre peut-être 10 ans, un truc comme ça. Ah oui, ok. Donc ouais, ça a commencé tôt déjà. Ouais, déjà très tôt. Donc premier événement traumatique. Et là, donc j'ai beau pousser et tellement t'as mal, t'es bloqué, ton papa peut pas rentrer. En fait, t'es vraiment littéralement bloqué. Je commence à pleurer de douleur, etc. Je sais même pas quand mon père est rentré dans la toilette. Pour te dire, je m'en rappelle plus. Il rentre et en fait, franchement, si mon père me regarde, je le remercie encore.
La première chose que tu fais, tu as un enfant qui est bloqué aux toilettes, qui est constipé, bah, tu vas chercher des gants, forcément, tu vois. Et donc, il va chercher des gants et en fait, il a juste fait en sorte d'enlever ce qui dépassait pour pouvoir me ramener à la maison et chercher un truc à la pharmacie, quoi. On va à la pharmacie, qu'est-ce qu'on te donne à la pharmacie? C'est des suppositoires. Forcément, dès que tu es constipé, on te donne directement ça. Puis à la maison, on ne te prévient pas que leur suppositoire, c'est quand même trash. Je ne sais pas si tu en as déjà eu l'expérience. Je pense qu'on a tous eu en tant que petit, non? Ouais, pas en tous. tout cas, Quasi. quasi. Oui, Du coup, ouais, là, franchement, pour le coup, je m'en rappellerai pour toujours. Et à la maison, en fait, je t'assure, c'était horrible parce que je suis dans les toilettes. Mon père est vraiment au bord de la toilette. Je lui tiens la main tellement j'ai mal. Et là, j'ai l'impression que c'est tous mes organes qui descendent, quoi. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu as eu ça, déjà, ça te traumatise. Mais tu n'as pas de leçon de tout ça. Finalement, on ne te dit pas qu'il faut plus pousser. On ne te dit pas pourquoi de base c'était constipé. Tes parents, ils connaissent pas. Enfin, mon père, il n'est pas allé à l'école. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, ça peut encore m'arriver. Et c'est un trauma qui reste. Et ton corps, il a une mémoire. Et donc, une fois qu'il a senti une douleur, quelque chose qui passe par là, que ce soit un accouchement traumatique, une constipation assez sévère, peu importe ce qui se passe en bas et qui est douloureux, ton corps, il va le retenir. Et donc, inconsciemment, tu es un peu plus sur la retenue déjà. Tu vois. Et donc, ça peut arriver, les descentes d'organes à cet âge-là? Pas des descentes d'organes à ce moment-là, non. Mais c'est propice à ça plus tard. Donc, en fait, c'est la répétition de pousser tout le temps, toute ta vie, tous les jours, qui font qu'à un moment donné, ça peut ne plus tenir, quoi, tu vois. Donc ouais, ça, c'était mon premier épisode. Puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par après, je suis partie 1 an aux États-Unis. Et je sais pas si tu es déjà partie là-bas, mais les toilettes, elles sont pas comme chez nous. Alors, oui, je suis allée, mais je vois pas de quoi tu parles. En fait, c'est, je sais pas si tu es constipée aussi, mais pour les constipés, on se reconnaît, je pense. Les toilettes, elles sont vraiment comme ça. Ouais. Donc, tu n'as vraiment pas un canal comme chez nous qui est assez fluide et grand et qui, tu vois, quand tu tires la chasse, c'est un grand tunnel. Là-bas, c'est vraiment en angle droit. Et l'eau, en fait, elle est très, très haute. Donc, l'avantage, c'est que quand tu fais caca, du coup, tu n'entends pas le plouf parce que c'est assez haut. Mais par contre, si tu tires la chasse et que c'est bouché, en fait, ça peut hyper vite déborder, tu vois. Ok, d'accord. Et moi, en fait, j'habitais chez mes cousines. Et là, je sais pas pourquoi, je faisais que bloquer les toilettes. Mais je me suis jamais posé la question. Moi, je me dis, mais mes selles, elles sont normales. Enfin, j'ai l'impression que c'est OK, c'est pas plein de petits morceaux. Enfin, d'ailleurs, quand j'ai regardé le premier podcast avec le gastro, tu sais, on voit les différentes selles. Et le type 4, c'est vraiment le truc classique. Pour moi, c'était ça, tu vois. Ouais. Mais je faisais que bloquer les toilettes. Je me dis, mais pourquoi je bloque les toilettes et pas mes cousines? Et donc, à ce moment-là, je me suis quand même posé des questions. Et puis, je me suis rendu compte que le trou n'était pas pareil. Mais c'est pas parce que c'est pas pareil que c'est normal de bloquer les toilettes quand même là-bas. Et donc, en posant des questions, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est la honte quand même, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'était pas moi qui débouchais les toilettes. Déjà, ça, c'est important de le dire, parce que ça a un impact énorme, en fait, sur ton estime de soi. Donc, ils disaient, mais oui, t'es toute fine et tout, comment ça se fait? Qu'est-ce que tu manges, quoi? Et je mangeais pareil qu'eux. Et donc, je me dis, ok, c'est peut-être ma digestion. En gros, je me suis posé un peu de questions à ce moment-là. Et donc, plus tard, pareil, je suis à Istanbul, je vais dans un Starbucks, je vais dans les toilettes et je bloque de nouveau les toilettes. Mais là, c'est en public. Mais attends, tu bloques les toilettes comment? J'ai pas bien compris là. En fait, je sais pas. Pour moi, mes selles sont d'une taille beaucoup trop importante. Ok. Et du coup, ça descend pas. Okay. Mais moi, à ce moment-là, j'allais à selle une fois tous les je sais pas combien de temps, tu vois. Mais je me posais pas la question. Personne te dit, en fait, quand on t'apprend la propreté, on te dit pas tu devrais y aller autant de fois tous les X jours, etc. On t'apprend à être propre, mais on te dit pas il faudrait y aller une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Après 2 jours, là, on dit que tu es potentiellement constipé. Il y a personne qui te dit tout ça, tu vois. Et donc, moi, je me suis jamais posé la question. Et en fait, à Istanbul, je rebloque les toilettes, mais là, c'est en public. Mais c'est horrible de bloquer les toilettes en public. Parce que tu es dans la toilette, tu dis, ok, t'attends qu'il n'y a personne qui soit dans les toilettes pour que quand je sors, la personne qui vient juste après moi, elle se retrouve pas à avoir des toilettes bloquées, tu vois. Enfin, c'est horrible, en fait, quand tu penses. C'est gênant. C'est hyper gênant, c'est honteux, c'est humiliant. Enfin, là, on en rigole et tout, mais je sais, enfin, j'en parle vraiment et je suis hyper transparente par rapport à mon expérience pour vraiment expliquer qu'il y a plein de patients qui vont se reconnaître et je dois vraiment aller pousser dans mon anamnèse pour leur demander vraiment les détails jusqu'à en fait, leur enfance pour comprendre d'où ça vient aussi, tu vois, d'où ça pourrait venir. Et donc là, je bloque les toilettes et j'ai attendu je sais pas combien de temps pour pouvoir sortir, pour être sûre qu'il n'y avait personne.
Je monte et là je dis à la personne qui m'a accompagnée, je fais sors direct parce que j'ai bloqué les toilettes quoi. Donc à ce moment-là, je me suis encore posé des questions, je me dis c'est pas normal. Il y a eu trop d'épisodes comme ça. Et puis la dernière anecdote, c'est vraiment, là c'est pendant les études de kiné, début kiné. Ce que je fais là, c'est pas une grande place en kiné, c'est vraiment un module sur les 4 ans qu'on fait. Et j'avais pas encore appris ça. Et c'était pendant le blocus, je bois du matcha. À ce moment-là, le matcha, il n'est pas encore connu comme aujourd'hui. Et je buvais déjà du matcha avec du lait végétal. Et j'en ai bu, je pense que c'était genre 4-5 tasses par jour avec du lait végétal. J'étais hyper stressée, je buvais ça, etc. Moi, je faisais pas le lien direct. Pendant une semaine, je ne vais pas du tout aux toilettes. Et arrivé à une semaine, j'arrive aux toilettes et là, je suis bloquée. Mais je suis littéralement bloquée comme quand je t'ai expliqué mon tout premier épisode aux toilettes où il y a un petit peu qui sort et pas complètement. Tu sens que c'est énorme à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'au plus ça reste dans ton corps, au plus ton corps va absorber l'eau. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, souvent, quand tu es constipé chronique sur plusieurs jours, tu as vraiment différentes textures, de consistance pour une même selle. Mais en fait, c'est plein de sels d'accumulation. Et souvent, c'est un gros bouchon qui se crée à la fin, qui lui, en fait, date d'il y a une semaine. Et puis, tu as tout le reste au-dessus. Et donc, ce gros bouchon-là, c'est le plus dur à faire sortir. Et c'est là que ça fait super mal. Et en fait, j'ai commencé à pleurer de douleur. J'étais restée, je sais pas combien de temps en toilette. Ma mère s'inquiétait, elle était à l'extérieur. Finalement, tant bien que mal, je suis obligée de pousser. Donc je pousse à fond, j'ai des fissures. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Rien que d'en parler, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon âme, quoi. C'est vraiment pareil, une sensation de tous tes organes de ton corps sortent, tu vois. Toute l'accumulation. C'est une semaine de sel, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et en plus de ça, ça te fait mal. Donc là, je me suis dit, ok, il y a un gros souci, je vais chez le médecin généraliste, comme tout le monde. Et tu lui en avais jamais parlé avant? Enfin, t'étais petite, donc tu te posais pas la question si c'était normal ou pas, mais tu te disais quand même, par rapport aux autres, il n'y a pas toujours des problèmes de toilette, quoi. Ouais, et en fait, j'ai toujours resté aussi beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnement, enfin, tu vois, ça a toujours été un truc, c'est tabou. En fait, t'en parles pas. T'en parles juste pas. Et même si je faisais de la kiné, ça faisait pas partie des modules les plus fréquents. Et t'apprends pas beaucoup l'anorectal. Moi, vraiment, je me suis formée après l'école. Et donc là, j'ai été chez mon généraliste et le premier truc qu'on te donne encore, c'est un suppositoire. On te dit, écoute, si ça t'arrive encore, voilà un suppositoire. Donc en fait, on traite pas du tout l'origine du problème. La personne ne m'avait même pas demandé ce que j'avais mangé, ce que j'avais bu, est-ce que j'avais fait quelque chose de différent. Il y a de la clinique qui existe pour ça. En fait, elle le savait même pas. Et donc, on me donne des suppos. Heureusement, j'ai plus d'épisodes, donc j'en ai plus repris. Et tout ça, ça marque quand même. Et en fait, c'est en me formant pour une sphère, donc pour tout ce qui est fuite urinaire et tout ça, où là, je vois qu'il y a l'anorectal et je me dis, mais purée. C'est pour moi ce truc. C'est pour moi ce truc, quoi. Et du coup, je me suis prise en charge toute seule. Donc, j'ai pas dû aller voir de la kiné périnéale pour ça, parce que je mettais en place et en pratique tout ce que j'apprenais. Et ça a marché, quoi. Et en fait, j'ai compris, non, il faut pas pousser. En fait, il faut se relâcher. Et j'ai compris le fonctionnement du corps. Et depuis, je prends en charge plein de patients comme ça. Et je sais pas, je pense que comme tu es passé par là, tu es beaucoup plus sensible aussi, tu vois. Et c'est tellement tabou, encore plus que tout ce qui est fuite urinaire, que les gens, ils en parlent pas. Et là, je vais en parler après, mais il y a plein de symptômes comme ça que les gens te cachent et qui sont primordiaux pour l'anamnèse et pour comprendre d'où ça vient et tout ça, pour les aider. Mais clairement, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je suis ma propre patiente. Mais à aucun moment, je me serais dit que j'allais être spécialisée dedans. Dingue. Ouais. C'est un parcours assez chaotique avec des hauts débats, mais c'est vrai que le fait d'avoir vécu les choses, j'imagine que les gens doivent se reconnaître et avoir beaucoup plus de facilité après à partager leur parcours et se faire aider du coup aussi après. Mais c'est dingue qu'on t'ait jamais mis sur la piste, tu vois, de pouvoir avoir de la rééducation. Je sais pas exactement ce que ça va être, tu vas nous expliquer après. Est-ce que tu t'es présentée ou pas? Je crois que t'es rentrée directement dans ton histoire mais sans te présenter. Du coup, je suis kiné. Je suis kiné dans le périnée et c'est pas qu'en anorectal du coup, mais je prépare aussi tout ce qui est accouchement, donc je vois en prépartum et en postpartum qui est ou pas des problèmes, tout ce qui est descente d'organes, en fait tout ce qui touche la sphère du périnée et des abdos. Mais j'ai de plus en plus de personnes qui viennent par prévention et ça c'est trop bien. C'est la base, j'ai envie de dire, comme pour tout. Avant d'avoir un gros problème, il vaut mieux prévenir avant. C'est clair. Ok, aujourd'hui, on est sur une chaîne où on parle principalement du syndrome de l'intestin irritable, de tout ce qu'on peut vivre au quotidien autour de ces problématiques-là. Pour toi, pourquoi est-ce que tu es venue aujourd'hui? Quel est le lien justement avec l'intestin irritable et qu'est-ce que tu vas nous partager dans cet épisode aujourd'hui?
Alors déjà en kiné, il faut savoir, on ne traite pas le syndrome de l'intestin irritable. Et puis de manière générale, c'est hyper compliqué pour tous les patients qui en ont un. En fait, c'est juste que la constipation et les incontinences anales, fécales, c'est souvent un des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Donc les gens, quand ils viennent chez nous, il ne sera pas marqué sur la prescription médicale SII, il sera plutôt marqué constipation ou incontinence. Et donc à partir de là, quand on fait l'anamnèse, on se rend compte que oui, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais nous, on essaie juste d'améliorer la qualité de vie du patient. Et donc, si moi j'ai un impact sur sa constipation, sur ses habitudes de vie, etc., ou son incontinence, ça permet d'améliorer le tout. Même si j'enlèverais pas son syndrome, au moins on améliore une partie. Et en fait, je suis un pion dans l'équipe qui prendra en charge le patient, de manière globale pour son syndrome, quoi. Donc, c'est ça le lien, tout simplement. C'est de traiter les symptômes que nous, on peut traiter, ou en tout cas améliorer. Ok. Nous, on voit la partie alimentation. C'est vrai que moi, je le vois chez des patientes. Très régulièrement, on arrive à optimiser l'alimentation. Il y a plein de choses à faire pour optimiser la constipation. Mais parfois, c'est pas suffisant. Tout est optimisé et on voit qu'il y a quand même des problèmes de constipation. Et c'est là où tu vas intervenir c'est ça. Aussi dans cette partie. Mais dans l'autre sens aussi, où moi, en fait, j'essaie d'améliorer la constipation et les incontinences. Et qu'en fait, il y a toujours un petit problème quelque part, parce que tu sais qu'il y a le syndrome qui est présent. Donc, on ne l'oublie pas du tout. C'est pas parce que je traite sa constipation que son syndrome n'est plus là. C'est juste qu'il y a plein de choses à mettre en place et les gens ne savent pas. Il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, elle est hyper importante, l'hydratation, le sport, etc. Et pareil, comme je te disais, on est vraiment encore un pion dans l'équipe entière, quoi. Ouais. D'où l'importance de l'équipe pluridisciplinaire. Ouais. Et le lien entre tout ce que tu viens de nous expliquer avec le périnée, c'est quoi? Ça paraît peut-être un peu flou déjà. Bon, on va peut-être voir en détail aussi qu'est-ce que le périnée avant de comprendre les liens, mais déjà pour avoir une idée globale. Alors souvent le périnée, moi je tenais vraiment à l'expliquer grosso modo aujourd'hui parce que j'ai plein de patients qui viennent me voir et en fait elles savent même pas, en fait elles ne sont jamais regardées et c'est ok, mais je pense que le plus important c'est de quand même un minimum connaître son corps. Surtout si tu as un problème quelque part, de connaître un minimum ce qu'il y a là où tu as un problème. Et donc la base des bases, c'est pour moi, je pense, d'expliquer le périnée. Le périnée en soi, les gens... je prends le bassin. Ouais. En fait, le périnée, c'est comme si tu prenais ta main et tu la mettais là, comme ça, juste ici. On va dire plus ou moins, ça c'est ton périnée. Donc c'est tout ce qui entoure un petit peu tes orifices. C'est un peu la dernière partie, en fait, de ton corps, de ton plancher pelvien. C'est un muscle, le périnée? Donc c'est justement. En fait, ici... Je vais trop vite. Ouais, c'est ça, c'est trop pressé. Donc, comme ici, tu as le bassin. Ouais. Okay. Et en fait, quand tu retournes ici, tout ce qu'il y a là, avant de même parler de muscles, il faut connaître un petit peu les orifices. Ouais. Donc, ici, tu as l'anus. Ici, tu as l'entrée du vagin. Là, tu as le trou pour faire pipi, le méa urinaire. Là, tu as le clitoris. Ici, tu as les petites lèvres. Et là, tu n'as pas la peau. Autour, tu as les grandes lèvres. En fait, j'ai plein de patientes qui viennent, elles ont déjà accouché. Et quand je montre tout ça, je leur pose la question, okay, qu'est-ce que tu connais et à quoi ça sert? En fait, elles ne savent même pas par où elles font pipi. Et elles pensent qu'elles font pipi, par exemple, par le vagin. Tu vois, et c'est quand même... Alors, elles n'ont jamais appris ça. Et je pense qu'à l'école, on ne l'apprend pas. Et c'est là que vient le problème. Et je pense que ta vidéo, elle va être incroyable. Enfin, tout ce que tu fais. Parce que ça permet aussi d'informer les gens et de prévenir de plein de problèmes. Parce que je pense que quand tu connais ton corps, tu peux déjà diminuer de pas mal de pourcentage de risque de problème. Ouais, ou même tu peux prévenir. Enfin, si tu as certains symptômes, tu te dis, je vais potentiellement faire ça, ou consulter, quoi, au moins. Ouais. Mais même moi, je vais apprendre plein de trucs, là, je pense. C'est ça qui est trop bien, tu vois. Et donc voilà. Donc, en fait, ici, tu as vraiment les orifices. L'anus, ça sert à quoi? Les selles passent par là. Okay. Ça, je pense que ça va. Ça, je pense que ça va, ok. Jusqu'ici, tout va bien. Sur cette chaîne, en tout cas, je pense que ça va. On va voir pour le reste. Tu as l'entrée du vagin, et là, tu as 3 fonctions quand même. Pourtant, c'est tout petit. C'est par là que passent les règles, techniquement. Si tu accouches par voie basse, c'est par là aussi. Et c'est par là que se passe la pénétration sexuelle. Okay. Et juste au-dessus, tu as le méa urinaire, et là, c'est le trou pour faire pipi. Et puis ensuite, tu as le clitoris, et c'est vraiment une zone érogène. Autour, donc, tu as tes petites lèvres, et techniquement, les petites lèvres sont censées recouvrir l'entrée du vagin. Okay. Si jamais ça ne recouvre pas, tu es en position gynécologique, on voit directement l'entrée du vagin. On parle de béance vaginale. Okay, on ne va pas vraiment aller dans les tailles, mais c'est important. Ici, c'est un modèle et donc c'est pour pouvoir tout voir. Une fois que je le retourne, techniquement à l'intérieur, tu as 3 organes. Ils sont là. Okay. C'est-à-dire que si je les enlève et que je te montre ce qu'il y a ici, on dirait un peu un hamac. Donc s'il n'y a pas ça, ça tombe. Ok. Attends, ça veut dire quoi? Ça.
Ouais. Tu vois, le hamac, s'il n'y a pas les muscles, là. Voilà. Si jamais ça, je dois le mettre à l'intérieur. Donc, c'est ça la descente d'organes ou... C'est ça la descente d'organes. Okay. En gros, ça va. Et donc, on a besoin de ce plancher, entre guillemets, pour pouvoir maintenir aussi les organes à l'intérieur. Et donc ici, c'est important, ça permet déjà de soutenir ici. Et comme je t'ai dit, ça permet aussi donc d'aller à selle. Les 3 fonctions d'ici, accoucher, avoir les règles et la pénétration, et de pouvoir faire pipi. Mais souvent, les gens, ils oublient que ça permet aussi de se retenir. Donc je me retiens, mais je dois pouvoir aussi aller aux toilettes. Ok. Donc il y a vraiment ces 2 fonctions-là. Et c'est là qu'on en vient justement pour pouvoir, tout ce qui est constipation. Et donc ton périnée en soi, il est ici, il a toutes ces fonctions-là, et pourtant c'est une toute petite zone. Mais c'est important de le savoir, parce que juste ici, tu as le bassin, mais c'est une zone que si tu te regardes en bas, tu sais même pas en fait à quoi ressemble ton périnée, parce que c'est à l'intérieur. Et toutes ces zones-là, en fait, c'est des muscles. Mais tu n'as pas que des muscles pour le périnée. Tu as plein de muscles, et en fait, tu as des ligaments, tu as des nerfs, tu as des fascias, tu as des tissus, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, mais de manière générale, on va parler de muscles. Tu vois, ici. Donc en fait, c'est comme n'importe quel muscle. C'est comme le bras, on peut le contracter, décontracter. Ce muscle-là, on peut apprendre à le contracter, décontracter. Ouais. J'imagine que ça vient de là, peut-être certaines problématiques. Donc, ok. Oui, exactement. Et en fait, pour comprendre tout ça, comme tu l'as dit, en fait, c'est pour contracter et relâcher, mais il y a des muscles qui sont superficiels et profonds. Et en fait, c'est assez important parce que, je vais le montrer ici. Donc de base, le rectum, souvent, les gens le voient un peu comme un réservoir, un peu à la verticale comme ça. Déjà, il faut savoir, il n'est pas droit. Ton rectum, en fait, il est comme ça. Il est en forme de S. Tac. Comme ça. Ok. Là, tu as l'anus. Et là, du coup, tu as un S. Ici, en fait, tu vois, tu as plusieurs courbes. En fait, ces courbes, elles sont anatomiquement bien faites. Le corps humain, il est vraiment bien fait. C'est ce que j'allais demander, ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle... Il y a une raison, exactement. Il y a une raison parce que si maintenant, tu as la diarrhée, tu as vraiment une indigestion, ça va être hyper liquide. Ça va se passer super vite, donc au niveau de ton côlon, en fait, les contractions vont être assez rapides pour faire avancer du coup le bol fécal. Et quand ça va réussir ici, si jamais c'est tout droit, ça coule direct. Or ici, tu as des tuyaux, c'est comme une tuyauterie, et hop, ça doit passer par là, et puis par là, et puis par là. Donc ça te permet de te protéger le temps d'arriver en fait aux toilettes et de te rendre compte que, ah mince, là je sens que c'est vraiment très liquide, c'est assez urgent, tu vois. Et donc le fait de savoir que c'est déjà comme ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si je refais exactement la même chose, il y a d'autres choses qui te permettent aussi de maintenir une continence. Donc le fait de retenir, c'est d'avoir un muscle ici qui ferme le tuyau et un autre muscle là, grosso modo. Première porte de sortie, deuxième porte de sortie. Et là, pour l'instant, toutes les deux, on ne se fait pas caca dessus, on est d'accord. Et ça peut arriver malheureusement. Hein. C'est vrai. C'est un gros tabou aussi, mais moi j'ai des patientes pour qui ça arrive. Ouais. Mais là, toutes les deux, normalement, tout va bien. Tu n'es pas en train de serrer ton périnée. Tu n'es pas en train de contracter quoi que ce soit. Pourtant, tu as peut-être quelque chose dans ton rectum. Okay, c'est parce que tu as ici un muscle qui se ferme automatiquement. Donc là, techniquement, de base, tout le monde est censé avoir un tonus, on appelle ça un tonus, où c'est une contraction automatique de ton corps, et donc c'est des muscles profonds qui viennent en fait justement se contracter. Okay, et alors ici, celui-là, c'est celui que tu vas serrer si jamais tu as une urgence. Donc si maintenant tu sens, ah mais là j'ai la sensation de besoin, je suis en train de faire un podcast, je ne peux pas y aller maintenant, automatiquement tu vas venir serrer, mais volontairement, du coup ce muscle-là. Et donc il vient renforcer celui-là. Donc en plus d'avoir un rectum qui n'est pas tout droit et qui te permet justement de freiner tes selles, tu as aussi cette porte de sortie qui doit rester fermée automatiquement et celle-ci que tu peux toi contracter volontairement. Ouais, tout à fait. Trop bien. Et ça c'est assez important de le savoir parce que ça veut dire quoi? Donc là, c'est bien fermé, on est protégé. Mais tu dois pouvoir aussi vider ça. Donc une fois que tu arrives aux toilettes, tu es sur les toilettes, tu aimerais bien que ce soit le plus droit possible et tu aimerais bien que ces muscles-là, ils s'ouvrent. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tes selles descendent plus facilement parce qu'il n'y a plus de tuyauterie. Et en plus de ça, ici, la porte est ouverte. Ici aussi, et hop, ça descend. Et comme c'est des muscles, en fait, il faut se relâcher. À aucun moment, tu es censé pousser en soi pour pouvoir aller à la selle. C'est une question de relâchement. Et comme tout le corps est lié, forcément, c'est tout le relâchement du corps et c'est la prise de conscience. Il y en a plein, en fait, ils ne sont pas du tout relâchés, ils ne le savent pas. Et leur zéro à eux, en fait, ce n'est pas le zéro, c'est peut-être 10-15%, mais c'est leur zone de confort. Ils ont toujours été tellement tendus. C'est un peu comme si tu es dans ton bureau et tu es devant ton ordinateur et tu es comme ça. Tu vois, les gens qui ont les épaules un peu levées. Moi. Tu vois, tu t'en rends pas compte en soi, tu le fais pas exprès. Puis maintenant je te vois, je te dis mais Fleur, relâche un peu des épaules. Tu dis ah ouais, je l'ai même pas remarqué. À la fin de la journée, t'es pas plus renforcée,
tu es fatigué, tu peux même avoir des tensions musculaires. Bah, c'est un peu pareil. Sauf que pour toi, ta norme à toi d'être relâché, c'est d'être comme ça. Bah, ça, c'est des muscles qui ne font pas exception. Si tu n'es pas relâché au-dessus, tu ne pourras pas être relâché en bas. Donc si maintenant je suis comme ça aux toilettes, tu peux être sûr que ton périnée n'est pas relâché à 100%. Or si maintenant je suis comme ça, là je suis quand même assise, tu vois. Et là, ça sera relâché. Donc c'est important de connaître un minimum, tu vois, le périnée. Alors oui, il y a plus que des muscles, mais de manière générale, il faut comprendre tout ça. Et ces courbures-là, elles se font aussi grâce à d'autres muscles. Et d'où vient le tabouret? Okay. On va pouvoir en parler lors de la prise en charge en kiné, par exemple. Ok, donc ça peut être trop tendu ou trop relâché. Ouais. Et comment on sait si c'est l'un ou c'est l'autre? Comment je comprends. On identifie le juste milieu, tu vois. Quand on n'a pas de problème et on se pose pas la question ou comment c'est? Non, d'office. Si t'as pas de problème, tu poses d'office pas la question. Ouais. Après, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent par prévention, donc ça c'est chouette. Et j'en vois beaucoup aussi en préparation à l'accouchement. Moi, aujourd'hui, je leur demande toujours avec leur accord et je leur dis profitez-en. Faites un bilan de votre périnée avant d'accoucher. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, elles sont hyper tendues, elles ne s'en rendent pas compte. Jusqu'à présent, le corps, il s'est bien adapté et donc ça n'a montré aucun symptôme. Mais une fois qu'elles vont accoucher, en fait, on se rend compte qu'elle pousse sur quelque chose qui est complètement fermé et qu'elle n'a pas du tout conscience de son périnée. On a beau lui dire relâchez-vous en poussant, etc. Mais c'est hyper tendu. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas accoucher, mais elle peut sera beaucoup plus difficile. Tout à fait. Ça peut se générer des douleurs, en fait. Des douleurs et des déchirures et tout ça. Et donc ça, au moins, c'est assez spécifique dans tout ce qui est maternité. Mais maintenant, comment savoir? Généralement, quand c'est trop tendu, tu as des douleurs. Tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des crampes aussi. Tu peux avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc ça peut créer vraiment un petit peu un inconfort en bas. Et si maintenant, tu n'as aucun problème, tu n'es pas obligé de consulter, évidemment. Maintenant, quand tu consultes, en fait, quand on fait un bilan vaginal ou anorectal, nous, en tant que thérapeute, on peut sentir si la personne elle est sous tension ou pas, en faisant plusieurs tests, etc. Et à ce moment-là, on apprend justement à relâcher si jamais on sent que c'est trop tendu, par la prise de conscience de son corps. Et à ce moment-là, on va pouvoir chercher s'il faut ou pas renforcer, parce que tu ne vas pas renforcer quelque chose qui est déjà trop tendu. Tu vois. Donc un périnée en bonne santé, c'est un périnée qui est fonctionnel. Ça veut dire qu'il puisse du coup bouger en descendant et en remontant. C'est un amortisseur de pression et tu as besoin qu'il puisse se relâcher et du coup s'ouvrir pour plein de fonctions finalement. Parce que là, j'ai parlé du rectum, mais pour faire pipi, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer en vulgarisant peut-être pour qu'on puisse comprendre simplement comment ça se passe justement quand on va à la selle, les mécanismes parce que c'est vrai que c'est pas une question qu'on se pose tous les jours alors que ça peut être un peu... On le fait tous les jours, mais comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai. Moi, ça m'a déjà beaucoup aidé. J'imagine, après ce parcours. Oui, c'est ça. Alors, en essayant de vulgariser, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, en gros, là, toutes les deux, on est assises. Et moi, j'ai pas en tout cas eu la sensation de besoin depuis que je me suis réveillée. Après, je suis pas une référence, mais moi, j'ai pas eu la sensation de besoin. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Comme tu as vu, il faut que ça reste fermé. Il faut que ça reste fermé. Et donc, techniquement, ici, ça veut dire que tu as ton premier muscle, ta porte de sortie, qui est juste ici. Tu as ta porte de sortie ici, qui est fermée. Et tu as la deuxième qui est fermée aussi. Et donc, moi, je pars du principe que ici c'est vide, et donc ça reste fermé. Si maintenant, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive dans mon rectum, ça veut dire que là, ok, il y a quelque chose qui arrive. Là. Ça, c'est des selles. Et là, c'est fermé. Ok. Tu as des selles qui arrivent. Toi, tu as la sensation de besoin. Comment tu sais qu'il y a quelque chose en soi à l'intérieur? C'est parce qu'en fait, autour de ton rectum, tu as des capteurs. Et ces capteurs-là, en fait, ils vont envoyer une information à ton cerveau pour dire « Ah, tu as quelque chose à l'intérieur ». Et pourquoi est-ce qu'ils sentent ça? Parce que ces capteurs-là, en fait, ils sont distendus. Quand il y a quelque chose qui arrive, ça va en fait s'agrandir. À ce moment-là, ton cerveau, il se dit « Ah, ok, il y a quelque chose à l'intérieur ». Il y a 3 réflexes qui vont venir. La première chose, ça va être « Ok, moi j'ai quelque chose ici, là je le sens. Est-ce que je suis dans de bonnes conditions, justement, pour pouvoir aller à selle ?» Ça, c'est le problème, souvent. C'est quand on est stressé, on part tôt au travail, on part en vacances. C'est des moments où aussi on peut avoir moins... Ça joue énormément le stress, oui, tout à fait. Mais il y a des personnes ici qui ne ressentent pas ce besoin-là jamais, quoi. Non, je suis malgré le fait qu'ils aient les capteurs, j'imagine quand même. Comme moi, exactement. Donc tu dois t'écouter. Mais ça, on va en parler du coup dans tout ce qui est prise en charge kiné. Okay. Mais là, du coup, tu pars du principe que techniquement, tu as des capteurs qui doivent le sentir et ça envoie une information à ton cerveau. À ce moment-là, il y a des réflexes qui se passent. Tu as déjà ton rectum, voilà un peu comme un ballon, tu as des selles à l'intérieur, ça doit se contracter.
Une fois que ça se contracte, ça va permettre en fait de pousser du coup tes selles vers le bas. Mais si en bas c'est fermé, ça ne peut pas plus descendre. Il faut que la première porte de sortie, comme je l'avais montré ici, elle doit s'ouvrir pour que ça puisse descendre un peu plus bas. Celle-là, c'est celle qu'on contrôle. Oui, en fait, tu as tes selles qui descendent, mais pour descendre plus bas, tu as la toute première porte de sortie à l'intérieur qui doit s'ouvrir. Ça descend. Et celle du dessous, donc la dernière, elle doit se fermer, comme tu l'as dit, tu vois. Mais ça, c'est un réflexe normal quand tu as la sensation de besoin. Une fois que toi, tu te dis, OK, à ce niveau-là, est-ce que je peux y aller ou pas? Mais avant même de te dire ça, tu dois te dire, OK, mais est-ce que c'est un gaz? Ou est-ce que c'est des liquides ou est-ce que c'est des solides? Parce que si c'est solide, c'est beaucoup plus facile pour te retenir que si c'est du liquide déjà. Et par contre, si c'est des gaz, tu n'as pas besoin de te retenir. Non, tu peux soit avoir ton gaz ou bien tu es dans un environnement où c'est pas possible et donc tu te retiens. Et donc à ce moment-là, toi, ton rectum et ton cerveau, ils sont en train de communiquer pour dire, OK, qu'est-ce que je fais? Si maintenant on part du principe que tu peux aller à selle, tu dis, OK, j'y vais, je vais sur des toilettes. C'est encore différent si tu vas chez toi et tu es tranquille, il n'y a personne, etc., que si tu vas sur, je sais pas moi, dans des toilettes publiques, dans un shopping, où en fait la porte, elle n'est pas fermée jusqu'en bas, c'est le silence total. Tu es stressée, tu te poses plein de questions, qui est-ce qu'il y a à côté? Moi, c'est impossible. Personnellement, c'est impossible. Moi, c'était impossible avant, ok. Et aujourd'hui, j'essaie de m'écouter et je prends énormément sur moi pour pas différer. Et tu penses à toi et Et je pense à moi et je me dis, je m'en fous de ce qu'il y a à l'extérieur, etc. C'est difficile ça pour les. C'est vraiment pas facile, mais ça s'apprend. Parce que quand tu connais l'impact que ça a sur ta constipation, en fait, c'est un cercle vicieux. Mais comment tu as fait pour faire ce travail-là? Comment... Ça a pris du temps, mais je me suis rendu compte déjà en me relâchant que j'avais moins de constipation et que si je me retenais de trop, j'avais plus la sensation de besoin. Donc à force de me retenir, parce que j'attendais d'être chez moi et t'es chez toi que le soir, en soir, à ce moment-là, en fait, t'es en train juste d'aggraver ton problème. Et quand tu es sur les toilettes, parce que moi, je vais te demander de devoir aller aux toilettes, pas en attendant d'avoir la sensation de besoin, à ce moment-là, en fait, tu attends beaucoup plus longtemps pour que ça arrive, plutôt que si tu y vas quand tu dois y aller. C'est vrai, ça. Donc, tu dois en profiter. Quand tu as la sensation de besoin, essaie de pouvoir y aller au moins dans l'heure, quoi. Tu vas pour remettre un peu le système en marche. C'est hyper important. C'est fou, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui jouent. Il y a et l'alimentation, et le fait d'être dans un monde aujourd'hui où on a généralement un travail de 7-8 heures à 19 heures. On se lève à la dernière minute, généralement, pour pouvoir dormir. On prend pas forcément le temps de petit déjeuner. En plus, le petit déjeuner, ça peut aussi activer les contractions au niveau du côlon. Pour que les selles arrivent. Et après, tu sais, ce signalement-là. Et ça arrive 15-20 minutes après, je crois. Donc, c'est ce que tu expliquais au niveau des... C'est des sphincters, c'est ça? Oui, tout à fait. Au niveau des sphincters, il faut ce temps-là, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'on prend aussi pas suffisamment de temps pour soi, et donc ça doit accentuer et aggraver encore plus la constipation. Et moi, en plus, j'ai plein de patientes qui me disent, mais voilà, en France, on est des spécialistes pour mettre la porte du bureau, la porte des toilettes à côté de là où les gens travaillent. Et en plus, ça complique encore plus les choses, quoi. Donc, c'est fou. C'est tout un... Mais après, c'est la société aussi qui fait ça. Enfin, moi... J'allais même pas faire pipi en fait quand j'étais en secondaire à l'école parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de verrou, c'est sale, il n'y a même pas de poubelle pour nos serviettes hygiéniques. Et donc en fait ils font rien non plus pour nous donner envie d'aller aux toilettes. Et quand on peut y aller, c'est en dehors des cours, donc en intercours, il y a une file énorme. Et donc je pense qu'il y a tout ça aussi qu'il faut revoir, tu vois, dès l'enfance, parce que du coup on se retient. Moi j'ai des patientes qui viennent assez jeunes et qui me disent non, moi je fais pas pipi à l'école, je fais pipi à la maison. Donc elle fait pipi quand elle se réveille et elle attend vers 17h pour rentrer à la maison, pour pouvoir faire pipi, tu vois. Pour aller à selle, t'imagines bien qu'elles y vont pas. Et donc c'est cette constipation un peu chronique parce que de base elle n'a pas de problème, mais c'est parce qu'elle fait en sorte de se retenir tout le temps. Donc ton rectum, il va s'agrandir encore plus parce que, en fait, tu vois, pour continuer, si maintenant tu décides en fait de ne pas y aller, parce que là, tu as la sensation de besoin, on est en train de faire un podcast, tu dis bah non, je peux pas y aller maintenant. Pour pas avoir ce problème de j'ai tout le temps envie d'y aller, ton cerveau en fait, il va faire quoi? Il va permettre en fait à ton rectum de s'agrandir pour ne plus avoir la sensation de besoin. Parce qu'en fait, il faut absolument qu'en bas ça continue à se fermer et qu'au dessus il y ait moins de pression. Okay. Et donc pour qu'il y ait moins de pression, en fait, ça doit s'élargir un petit peu et comme ça la pression elle est toujours la même. Parce que c'est une augmentation de pression en soi qui te dit que tu as quelque chose à l'intérieur. Ce qui fait que tu peux attendre un petit peu sans que... Longtemps même, par rapport au pipi, tu vois. Tu peux vraiment attendre très longtemps. Tu vois, je passais 1 semaine sans aller à selle. Pas parce que j'y allais tous les jours et j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais pas du tout envie. J'avais pas du tout la sensation de besoin. Et ça se reconditionne. Ça se conditionne mal, mais tu peux le reconditionner aussi, dans la mesure du possible. D'où la kiné, la rééducation, tu vois. Et donc c'est pour ça que la société fait ça, mais il faut que toi aussi tu dises ok, je dois me réveiller plus tôt pour prendre le temps d'aller aux toilettes. Par exemple, après mon petit déjeuner, 10 à 15 minutes après, pour avoir le réflexe.
Ou bien le soir avant d'aller dormir, je prends le temps d'y aller. Si j'ai pas eu la sensation de besoin, j'y vais parce que je sais que j'ai mangé, donc j'ai forcément quelque chose, que le rectum c'est pas un endroit de stockage, c'est un endroit de passage, que j'ai peut-être senti la sensation de besoin le matin. Et donc je sais que j'ai quelque chose. Donc il faut que j'y aille, je me relâche complètement pour que mon cerveau là il se dise ok, là elle est dans de bonnes conditions, je remets en marche la défécation. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose que, encore une fois, j'explique aussi à mes patientes, c'est d'avoir cette régularité. Je pense que le corps il aime aussi une certaine routine. Et de se présenter à la selle si on n'a pas forcément l'envie, parce que ça peut venir, ça peut se recréer aussi avec la détente, etc. Surtout quand tu dis que voilà, le matin, par exemple, il y a eu une envie, c'est certainement qu'il y a quelque chose à évacuer et qu'on peut y aller le soir. Si tu as la sensation de besoin, c'est qu'il y a d'office eu une ponte. On appelle ça une ponte. Donc, en fait, tu as ton côlon, donc ton cadre colique. Voilà, c'est ça. Et en fait, dès que tes selles passent de ton côlon au rectum, ça veut d'office dire que tu as quelque chose à l'intérieur. Et donc, tu as la sensation de besoin si tout va bien. Et si tu l'as eu une fois, tu peux être sûr que tu as d'office quelque chose. Et de toute façon, si tu manges, si tu n'as pas de problème au niveau du transit, techniquement, tu as quelque chose à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment pas négligé. Moi, je dis à mes patients, allez-y tous les jours, une fois par jour. Mais quand vous êtes tranquille, il n'y a pas de rendez-vous après, il n'y a pas les enfants qui courent dans la toilette, etc. C'est vraiment hyper important de te reconditionner à ça. Puis c'est ce que tu disais au tout début, c'est que si tu as eu cette envie, donc c'est que il y a forcément quelque chose à évacuer. Si tu vas pas le soir, parce que tu prends pas le temps ou tu le sais pas aussi peut-être, et c'est pour ça qu'on en parle. Donc les selles, elles restent quand même à ce niveau-là, et donc c'est ce que tu disais, il y a une réabsorption de l'eau. Les selles deviennent de plus en plus sèches. C'est ça. Et le lendemain, si tu vas pas, tu risques d'avoir encore plus de difficultés. Et ça s'accumule au fur et à mesure des jours comme ça, et c'est comme ça qu'on finit à être bloqué comme t'étais quand t'étais petite. Exactement. En fait, tu crées aussi un fécalome. Tu en as peut-être entendu parler. C'est en fait l'accumulation de sel et ça crée un gros bouchon. Et ça peut même sointer. Et ça, je sais que c'était trop bien qu'il ait expliqué. Je pense que le gastrologue l'avait expliqué. Où c'est en fait des fausses incontinences. Tu peux avoir des incontinences et en fait, tu penses que c'est parce que la personne a peut-être un périnée qui est trop relâché et tout ça. Mais en fait, c'est caché par une constipation derrière. C'est que c'est tellement, ça s'accumule. Ça crée une inflammation dans ton rectum. La paroi du rectum, ça devient un peu plus visqueux, donc tu as des glaires qui peuvent sointer par au-dessus. Parce que ton corps veut protéger. Exactement. Et en fait, tu peux vraiment avoir des fuites, mais c'est parce que tu as une constipation et ça s'est accumulé. Et donc les gens, si jamais tu n'es pas hyper bien formé, la kiné peut très bien se dire « Ah, elle a des fuites, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renforcer à fond. » Or, en fait, de base, la personne, elle est constipée. Donc, tu dois apprendre à ce qu'elle se relâche. Et en fait, tu es en train de faire tout le contraire. D'où l'anamnèse. Exactement. L'importance de poser les bonnes questions et que le patient se sente aussi en confiance pour partager son histoire et ses problématiques au quotidien, quoi. Pour bien... Donc, il ne faut pas négliger les choses quand on consulte, finalement, donner un maximum d'informations et on est là pour aider aussi. Donc, tu disais au niveau de la défécation des mécanismes, il y avait d'autres choses que tu voulais préciser là-dessus du coup, en fait, à partir du moment où on a vu le fait de se retenir, et donc si tu te retiens, forcément, pour pas que tu aies la sensation de besoin qui reste, ça va s'agrandir. Et comme ça, toi, ça te permet aussi de dire, ok, je peux continuer ma journée sans être dérangée par ça. Tout en gardant dans ta tête que, ok, ce soir, j'irai. Maintenant, il y a des personnes qui, ça va super bien, elles se retiennent et 3 heures après, elles ont de nouveau la sensation de besoin, tu vois. Et donc, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est au cas par cas. Moi, par exemple, je sais que quand je dis je me prends en charge, c'est parce que je m'écoute et je sais que j'ai une altération de besoin où vraiment, si je ne m'écoute pas, en me disant je me force à y aller tous les jours, tous les soirs avant d'aller dormir, je peux ne pas y aller pendant une semaine, tu vois. Dis-moi. Donc on a tous un point de départ différent. Enfin, comme tu dis, parfois il faut se recréer cette envie justement d'y aller. Donc, résumé, si on a une envie, c'est qu'il y a forcément des salles à évacuer et qu'il faut s'écouter et pas attendre que ça revienne et parfois se présenter à la salle même si on n'a pas forcément envie. Ouais, ça c'est vraiment le premier point de départ. Après, il y en a plein qui vont nous dire oui, ok, j'y vais tous les jours, mais ça sort pas. Je fais quoi ? Et j'ai beau me relâcher, attendre, etc. Le relâchement, c'est vraiment tout un travail. Moi, c'est parce que je suis kiné, parce que le rapport au corps, on le voit pendant 4 ans, plus sur mes patients, les formations, etc. C'est pas facile de se relâcher en soi. Les gens ont plus facile de contracter, de serrer leur périnée finalement, plutôt que de le relâcher. Et ça, je le remarque souvent dans mes bilans. Et en fait, le relâchement du corps, déjà, c'est quelque chose, le lâcher-prise. Mais en plus, le relâchement de cette zone-là, c'est hyper complexe. Il y a des gens qui sont vraiment tendus tout le temps, ils ne s'en rendent pas compte. Et déjà de savoir, ok, mon anus, c'est pas mes fesses. Enfin, tu vois, c'est tellement bête. Mais quand je leur demande de se relâcher, je vois qu'elles respirent comme ça, mais il ne se passe absolument rien en bas. C'est toujours hyper contracté.
Et donc, je sais que ça peut un peu... j'insiste dessus sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement se reconnaître en disant « Ok, je vais écouter ce podcast, je vais y aller tous les jours, mais il ne se passe rien, j'ai eu la sensation de besoin et je suis là, je suis bloquée. » C'est pour ça qu'il faut consulter. Juste d'écouter des conseils comme ça, c'est déjà pas mal de choses. Si ça fonctionne pour eux, tant mieux. Mais consulter parce que je pense que... il faut rééduquer, quoi. Il faut vraiment rééduquer. Ça prend du temps, ça prend combien de temps Ça dépend. Il y en a assez rapide où le cerveau, ça connecte direct et d'autres pour qui ça vient un peu plus de temps. C'est exactement ça. C'est au cas par cas. Ça dépend aussi si tu te sens prêt à être aidé à ce moment-là. Si en même temps, je sais pas moi, tu es en train de déménager, tu es enceinte en plus de ça, tu es stressée au travail, ça va être un peu compliqué pour la personne de en plus être prise en charge pour un lâcher prise. Ouais, je comprends. Et parfois, je leur dis, écoutez, là, je pense que c'est compliqué. Essayez peut-être de revenir un peu plus tard. Vous avez été conçu, de toute façon, ça fait des années. C'est pas ça qui va changer, et c'est peut-être pas le moment opportun. Et revenez me voir un peu plus tard. Donc ça dépend vraiment de chacun. Mais bon, là, on part du principe que tu peux aller à selle. Et donc, tu es sur les toilettes. Et comme j'avais dit, soit tu fais ça chez toi, soit tu fais ça à l'extérieur. Là, on va être cool, tu fais ça chez toi. Ok. Tu es assis sur les toilettes. À partir du moment où tu es assis sur les toilettes, en fait, c'est ton cerveau qui te donne le feu vert. Il dit, ok, là, elle peut déféquer. Et ensuite, tu as une autre partie en bas qui dit, ok, il faut coordonner le tout. Et ça, c'est important parce que là, on parle des classiques, ceux qui n'ont pas de problème, mais ceux qui ont des problèmes un peu neurologiques, tout ce qui est aussi AVC, etc. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont touchés à ce niveau-là. Mais là, on part du principe que tout va bien. À ce moment-là, tu as plein de réflexes qui se mettent en marche pour pouvoir justement aller à selle. En partant déjà par, tu as bien vu qu'il faut absolument que ça s'ouvre pour que ça puisse descendre. Okay. Mais à ce moment-là, il faut déjà que ton rectum, il se contracte pour que ça puisse descendre beaucoup plus bas. Mais au-dessus de ça, il y a ton ventre, il y a tes abdos. En fait, il y a des poussées automatiques qui se font déjà. C'est pour ça que je demande à tout le monde d'éviter de pousser. Quand tu dis automatique, c'est qu'on ne contrôle pas, que tu contrôles pas. Oui, exactement. Là, je parle vraiment de réflexes. En fait, dès qu'on parle de réflexes, c'est pas toi qui le contrôle en soi. On peut les mettre en place si on voit que c'est un petit peu altéré avec la rééducation, mais de base, c'est censé être normal. C'est la digestion, quoi. Enfin, on ne contrôle pas le péristaltisme, les contractions, le fait que le bol alimentaire avance et qu'on digère, quoi. Oui, exactement. Ça ferait beaucoup de travail tous les jours. En plus de tout. Oui, exactement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, en fait, tu as tes abdos déjà qui vont se contracter, ton diaphragme, pour pousser le tout vers le bas. Puis au niveau du côlon, pareil, le péristaltisme, pareil, ça se contracte aussi un petit peu plus pour pouvoir pousser tes selles vers le bas. Une fois que tu arrives dans le rectum, si jamais la porte elle est fermée, forcément, ça sera compliqué. Donc après avoir eu cette contraction-là, il y a le relâchement aussi de ces sphincters-là. Et tu as ton périnée en bas qui est vraiment une couche encore plus basse. Donc tu vois ici, tout ça, cette zone-là. Cette zone-là, en fait, elle doit aussi se relâcher. Pourquoi ? Pour que ton rectum puisse changer de conformation et qu'il soit beaucoup plus à la verticale plutôt qu'en angle droit. Ok. Donc juste si je résume, donc, nous, on a le contrôle sur cette partie-là. Ouais. Donc c'est le deuxième sphincter. Et on a aussi le contrôle de tout le périnée, en fait. Et c'est tout ça qui va pouvoir permettre d'aller à la selle plus facilement. C'est un peu tout ce qui est superficiel. Tu vois, la dernière couche, entre guillemets. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est censé être un processus bien coordonné, si tout va bien. Et puis ensuite, c'est à toi aussi de dire, ok, je relâche tout mon corps pour que la dernière porte de sortie soit relâchée aussi. J'ai eu les signaux, maintenant c'est à moi de faire en sorte que ça puisse s'évacuer. Exactement. Je décide. Et donc à ce moment-là, techniquement, c'est censé sortir. Une fois que c'est sorti et que tu as la sensation de vidange complète, ça c'est important, là c'est la fin de la défécation. C'est quand toi tu sens que c'est complet, tu dis ok là je me suis vidée complètement, qu'il y a les réflexes qui vont dans l'autre sens et donc il y a tout qui se referme justement pour pouvoir te protéger et donc il y a tout qui remonte, il n'y a plus cette poussée au niveau du ventre, etc. Les personnes qui justement vont à selle et elles disent ouais mais moi je sens que je me vide jamais complètement. Tu vois, j'y vais, il y a un peu qui sort mais c'est pas complet. Il n'y a pas autant, il n'y a pas directement en tout cas les réflexes dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas cette sensation de vidange complète. Tu vois, donc c'est vraiment tout un processus assez compliqué mais qui fait sens et je pense que c'est important de le savoir parce que déjà à ce moment-là tu dis si elle me dit d'y aller tous les jours alors que j'ai pas la sensation de besoin, il faut déjà que ton cerveau il comprenne que tu es aux toilettes et que c'est pour ça. Donc prends le temps. Si tu restes là, tu dis ouais mais après 2 minutes en fait non c'est bon j'y vais, je pars. Si ça se trouve tu restais 3 minutes et là il aurait compris et il aurait tout mis en marche. Parce que c'est de toi-même que tu dis ok je vais y aller si j'ai pas eu la sensation de besoin mais je me force à y aller, parce que tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur. Même si c'est automatique, il faut que tu puisses, toi, engendrer cet automatisme-là. Il y en a qui ont peut-être écouté le podcast, là, en voiture ou à la salle, et qui ne sont pas allés aux toilettes ce matin, qui ont eu l'envie, peut-être, et qui vont se dire, bon, je vais prendre le temps. C'est vraiment l'objectif aussi de ce qu'on fait, c'est de pouvoir donner des conseiller, en tout cas, et aider, donc, ok.
Les hommes, ils ont un périnée aussi? Ils ont à peu près la même structure Franchement, ils ont à peu près la même structure, ouais. Nous, on a un vagin en plus, un utérus. Eux, ils ont ils ont un pénis, ils ont une prostate, mais sinon, ils ont aussi une vessie, ils ont aussi un rectum et ça fonctionne. Le fonctionnement est le même, quoi. Ouais. Parce que, bon, je mentionne quand même parce on est à 95% de femmes, mais il y a quand même quelques hommes qui regardent, et donc c'est le même principe et ils peuvent avoir exactement les mêmes problématiques, en fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Déjà, il y a une mine d'infos, je pense, pour les gens qui pensent pas en fait à tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose... Mais moi, c'est ça qui a révolutionné ma vie. Hein. Vraiment, je parle de révolution parce que... Enfin, je pense que... Enfin, vraiment, j'en rigole quand je parle de mes anecdotes. Mais en fait, j'étais constipée tout le temps. J'y allais vraiment jamais, quoi. Et quand je voyais les gens, la même heure, tous les matins, ils vont à celle de tous les soirs, mais je les enviais, quoi. Alors, du coup, t'es ballonné à fond, t'as du mal à respirer, les jeans, je suis hyper fine des jambes, mais par contre, pour fermer, c'était super compliqué. T'es jamais vraiment à l'aise. Quand tu manges, enfin, tu dis, oh, ça va encore s'entasser. Ça joue énormément. En plus, donc, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, tu t'y échappes pas, quoi. C'est pas comme si t'avais une pause quand t'as ces problèmes-là, c'est quotidien. Non, franchement, ça m'a énormément aidé de comprendre. C'est pour ça que je prends vraiment tout le temps avant même que je décide de faire n'importe quel bilan, d'expliquer comment ça fonctionne. Déjà, les gens, ils savent même pas qu'il faut pas pousser. Ça, c'est la base. Et qu'il faut prendre le temps de se relâcher. Et se relâcher comment? Et c'est là que les outils arrivent. Et donc, je suis pas la seule à travailler avec eux. Tout ce qui est sophrologie, hypnose, ça peut bien jouer aussi. Ça dépend de chacun. Hein. Tout le monde ne se relâche pas de la même manière avec les mêmes outils. Ouais. Mais à pousser, c'est quand même... Même moi, quand je pense à la constipation, c'est la première chose instinctivement qu'on fait quand on n'a pas toutes ces connaissances-là. C'est quoi les risques de pousser sur du long terme au lieu d'avoir ce relâchement-là dont on parle? T'as les descentes d'organes, surtout chez la femme, parce que chez la femme, on a le vagin en plus, et donc ça peut techniquement, en fait, littéralement descendre par là. Ça affaiblit aussi ton périnée de manière générale. C'est des poussées constantes, c'est pas du béton, en fait, ton périnée. C'est quelque chose qui te permet de soutenir justement tes organes, et qui permet de soutenir aussi, si tu dois faire pipi, ça peut retenir, si tu dois faire caca, ça doit retenir, si tu as un gaz aussi. À force de pousser dessus, à un moment donné, il peut affaiblir aussi, et tes organes, pareil. Donc tout ce que j'ai dit dans les fonctions de ton périnée, ça peut s'altérer de manière générale à force de pousser, parce que c'est pas fait pour. Et alors heureusement qu'on a un réflexe qui est censé être présent, on appelle ça le réflexe à la toux, c'est-à-dire que si maintenant tu tousses, ça va pousser dans ton ventre, ça pousse sur ton périnée, et donc en fait t'as une contraction réflexe qui se fait pour éviter qu'il y a tout qui lâche, forcément. Sauf que toi, de toi-même tous les jours, tu viens pousser dessus constamment, alors que quand tu le fais, c'est censé justement sortir. C'est un moment où tu dois déféquer, par exemple. Et donc, c'est vraiment... En fait, il y a des moments pour et des moments où tu n'es pas censé pousser. Et il y en a certains, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Mais c'est vraiment une population bien spécifique en fonction des pathologies qu'ils ont, etc. Donc, il ne faut pas non plus en faire une généralité. Mais de manière générale, il ne faut pas pousser, il faut plutôt se relâcher. Ok. Ça va être un épisode plus dédié à la constipation, je pense, que pour les diarrhées. Mais on a différents types de constipation, tu disais? Oui, c'est ça. Alors, explique-moi. En fait, tu as des constipations terminales et des constipations de transit. Les constipations de transit, c'est vraiment au niveau de ton intestin. Donc, il faut vraiment te dire, ok, j'ai un intestin, j'ai plein de tuyaux, mes selles doivent passer par là. Et en fait, ça n'avance pas super bien. Tout simplement. Donc si ça avance pas bien et c'est beaucoup plus lent, forcément tu n'as pas de sel rapidement dans ton rectum, donc tu es constipé, mais parce que tu n'as rien qui arrive. Et en plus de ça, dans cet intestin-là, dans le gros intestin, au plus ça reste, au plus il y a la réabsorption d'eau aussi. Et donc ça peut créer quelque chose où tu as moins de sel, donc tu dois y aller moins souvent. Et en plus de ça, c'est sec. Donc ça te constipe aussi indirectement. Donc ça peut se travailler via l'alimentation. Voilà, donc moi j'ai moins d'impact. Tout à fait. Okay. Moi j'ai beaucoup moins d'impact dessus. On le prend en compte et souvent les constipations du coup terminales, donc c'est le deuxième type, c'est souvent associé aussi à une constipation de transit, ça on le remarque. Et c'est pour ça qu'il y a toute l'importance de travailler vraiment en équipe parce que, alors oui, je peux apprendre le massage colique, tout ce qui est aussi activité sportive, ça peut un peu restimuler tout ça. Mais sinon l'alimentation elle est primordiale à ce moment-là, hydratation, etc. Qui n'est pas du tout en fait mon domaine. Et donc la constipation terminale, c'est là où nous vraiment on aura un impact dessus. Il faut vraiment te dire ces côtés un peu mécaniques.
Et donc la constipation terminale, c'est la dernière partie, c'est tout ce qui se passe au niveau du rectum, au niveau des sphincters, etc. Des réflexes, du relâchement, voilà. de tout ça. Ouais, exactement. Okay. Tu peux vraiment être constipé pour différentes raisons. Et généralement, les symptômes de ces gens-là, ça va être, en fait, soit j'ai plus trop la sensation de besoin, ou bien j'ai juste du mal à y aller. J'ai la sensation de besoin, j'y vais et en fait j'ai beau pousser, il n'y a rien qui descend, j'ai plus rien. Ou bien ça me fait mal, ou bien je sens que j'y vais mais c'est jamais vide complètement. Donc tu vois, il y a plusieurs types comme ça, ou bien mes selles sont jamais en fait les mêmes au niveau de la consistance. Et ça, souvent on parle de difficulté à aller à selle ou tout simplement de ne pas y aller assez souvent. Et on peut parler aussi de dyschésie justement, et ça on en entend souvent parler. Et ça peut être vraiment pour différentes raisons. Mais le plus important, nous, ce qu'on va faire, pour ne pas aller vraiment trop dans les détails, parce qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles tu pourras avoir une constipation terminale, c'est vraiment moi la base que je remarque et là où je peux vraiment avoir un impact sur les patients assez rapidement s'ils sont assez assidus aussi et qui sont prêts à être pris en charge à ce moment-là, c'est les habitudes de vie. Habitudes de vie, et dedans j'entends aussi tout ce qui est alimentation, etc. Si tu mets vraiment le tout dedans, ça change déjà complètement leur vie, quoi. Et oui, moi je le vois, tu disais les deux sont souvent associés. Ouais. J'ai des patientes qui ont un diagnostic par un gastro-entérologue, etc. Où on voit rapidement les améliorations dès qu'on fait quelques modifications au niveau de l'alimentation. On parle des FODMAP bien sûr, mais on parle aussi de toutes les habitudes alimentaires générales, tu vois, l'équilibre, on va dire, classique. Donc là, il y a pas mal de choses à changer et parfois c'est suffisant. Mais parfois, c'est ce que je disais, c'est pas forcément suffisant. On a une stabilité dans tous les symptômes, donc tout ce qui est ballonnement, gaz, etc. Même si ça peut être associé à la constipation. Moi, j'ai des personnes qui sont stables au niveau des symptômes, mais qui vont avoir je pense, donc c'est ce dont on a parlé, constipation terminale. Et donc là, c'est là que tu interviens, quoi. Ouais, exactement. On travaille ensemble. Ouais, exactement. Et c'est fou parce que c'est tellement simple à mettre en place, l'air de rien. Là, je te demande pas de prendre des médicaments, de prendre 20 minutes à faire quelque chose, un exercice. C'est de dire, quand je vais aux toilettes, je prends plus le temps, je prends pas mon téléphone, je suis à l'aise, je suis tranquille, et j'apprends à me relâcher, il y a des exercices de respiration, etc. Et là, techniquement, ça devrait descendre, tu vois. Mais c'est tellement un conditionnement à faire que c'est ça le plus dur pour eux. Et c'est fou parce que tu dis c'est si simple, et je pense pour les personnes qui nous écoutent, elles doivent se dire mais pourtant j'ai tout essayé, tu vois, c'est une horreur et un calvaire au quotidien, et elle me dit que c'est simple, tu vois. Ouais. Oui, c'est simple, et justement c'est pour ça que tu es là aussi pour proposer des solutions, et on va le voir après ce qu'on peut faire. Tu disais dyschésie, c'est quoi? Je crois que tu disais dyskinésie. Alors, j'ai pas bien compris la différence, là. Ça commence à être technique. Oui, il faut pas confondre. Après, souvent, donc, il y a la dyschésie. Tu dois vraiment voir, c'est la constipation terminale, comme on l'a vu. Et puis, en fait, la dyskinésie, souvent, on va dire dysynergie anorectale. En fait, c'est tout simplement, tu te rappelles, j'avais parlé vraiment de poussée abdominale et au niveau du diaphragme quand tu dois aller déféquer, qui se fait de manière assez automatique pour pouvoir pousser toutes les selles vers le bas, vers la sortie. Okay, et en bas, ça se relâche. En fait, si tu as cette poussée-là, techniquement, en bas, c'est censé s'ouvrir pour que ça sorte. La dysynergie, c'est quand il y a cette poussée qui est présente, mais là, du coup, ça ne se relâche pas. Soit ça ne se relâche pas, soit ça se serre même. Et donc, on parle de dysynergie. Tu vois. Et donc, tu peux très bien avoir, du coup, la dyschésie parce que tu as une dysynergie. Donc, constipation terminale parce que tu n'arrives pas à coordonner et la poussée et le relâchement. Exactement. Il y a vraiment une contraction paradoxale qui se fait, ou bien il y a un manque de relâchement tout simplement. Parce que de base, comme je t'avais dit aussi, pour qu'on soit protégé et pas incontinente, il y a une contraction de base qui est là pour quand c'est pas nécessaire, tu vois. Et là, pour le coup, en fait, c'est la personne qui vient contracter. Elle ne s'en rend pas compte, on est bien d'accord. Alors ça peut être soit suite à une pathologie, donc c'est normal, mais sinon elle vient contracter vraiment de manière paradoxale. À un moment, il faut qu'elle relâche. Et donc à ce moment-là, on parle de dysynergie. Mais tu peux très bien avoir une dyschésie, donc constipation terminale, et c'est pas dû à une dysynergie anorectale. Donc c'est ça, il faut faire attention parce que ça ressemble un petit peu. Ouais, c'est un peu... et c'est lié aussi, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Quand on a de la constipation terminale, moi j'ai déjà eu quelques patientes qui m'ont dit, en dehors d'utiliser des laxatifs, optimiser l'alimentation, etc., qu'elles venaient elles-mêmes enlever les selles, comme t'expliquais tout à l'heure, en fait, dans ton histoire où t'es venu, toi, où ton père est venu enlever les selles. Et elles font ça, mais de manière régulière pour se sentir justement plus soulagées. Ça fait partie donc de la constipation terminale.
Ouais. Bien vu. Écoute, c'est cool que tu en parles parce que c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut insister. Si jamais il y en a qui se reconnaissent par rapport à ça, il faut vraiment le dire aux professionnels de la santé parce que ça nous aide vraiment à diagnostiquer d'où viendrait la constipation. Parce que j'ai plein de patients qui viennent chez moi, elles sont constipées et parmi mes questions, je pose d'office la question, c'est est-ce que tu utilises les doigts pouvoir chercher et faciliter justement le fait d'aller à la selle. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fonction de où est-ce qu'elle pousse, généralement c'est en poussant ou bien en allant chercher à l'intérieur directement, ça change complètement en fait le diagnostic. Mais au moins on sait, ok, souvent ça peut être dû à une descente d'organes par exemple, et qu'en fait elle aura beau se relâcher, elle aura beau se dire ok je prends le temps, si tu as une descente d'organes et tu as une petite poche, on appelle ça une hernie aussi, une petite poche qui s'est créée et que tu as ton canal qui est là et tu as la poche qui est ici, instinctivement le corps, le cerveau, il ressent qu'il y a une poche quelque part et qu'elles doivent pousser pour pouvoir faire passer les selles et faire sortir les selles. Mais attends, cette poche, elle vient d'où du coup? D'une descente d'organes. Ah ok, Ouais. donc ça c'est spécifique aux personnes qui ont... Voilà, mais si tu as des patientes qui ressentent le besoin d'aller chercher à l'intérieur ou de pousser quelque part, tu dois te poser la question et dire, ok, à mon avis, consulter pour vérifier s'il n'y a pas tu vois, une descente d'organes, ou peut-être tu n'utilises pas le mot pour pas les faire peur, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un signe justement de descente d'organes. Et tu ne vas jamais aller utiliser les doigts si tu ne ressens pas le besoin. Moi, j'ai toujours été constipée, j'ai jamais eu le besoin ou la nécessité d'aller utiliser mes doigts. Ok. Et ça peut être le cas même chez des personnes qui n'ont pas forcément une grossesse ou... Oui, tout à fait. Des personnes qui poussent beaucoup, donc. Les personnes qui poussent beaucoup, les personnes qui sont plus à risque, tout simplement, parfois c'est un peu idiopathique, tu sais pas trop. Les personnes qui font aussi beaucoup de sport à un gros impact, il faut le savoir, on va prendre le pire. Crossfit. L'haltérophilie, on va dire. L'haltérophilie. Ou l'haltérophilie. Les personnes qui ont déjà eu des opérations à ce niveau-là, c'est venu un petit peu abîmer et donc le soutien est peut-être plus le même, tu vois, au niveau des structures. Ça peut vraiment, t'es pas obligé d'avoir été enceinte pour avoir ce genre de problème, mais ça reste un facteur de risque. Ouais. Donc les facteurs, ok. Donc en dehors du sport, il y a quoi d'autre comme choses qui peuvent accentuer ça? Parce que moi j'ai vu des réels passer, des filles qui s'étaient filmées et qui, en soulevant lourd, ont commencé à se pisser dessus, quoi. J'ai vu des filles qui postaient des trucs comme ça, quoi. Ah super. Ouais. Mais souvent dans l'haltérophilie, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait une traîne où c'est un peu, ils sont fiers parce que du coup ça veut dire qu'ils ont pu porter lourd, tu vois. Ouais. Et nous, on voit ça, on est là, mais non, horrible. Vous détruisez, en fait, de l'intérieur. Exactement. Mais donc, oui, tout ce qui est sport à gros impact, être juste à risque, parce que c'est ta morphologie qui fait que, les grossesses, c'est un facteur de risque. Tout ce qui est opération à ce niveau-là aussi. Généralement, c'est les trois gros facteurs de risque, ouais. Et donc, sport à... habitudes. Ouais, ok. Et sport à impact, c'est, donc tu disais haltérophilie, quand il y a des sauts, de la pliométrie, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Tout ce qui est saut et tout ce qui est saut donc, avec du poids, en plus. La course à pied aussi. Alors clairement, si maintenant tu as déjà une descente d'organes et tu fais de la course à pied, tu seras généralement dérangé ou tu peux aggraver si ton corps n'est pas hyper fonctionnel. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même voir les personnes, disons, je les vois c'est parce que par exemple elles ont accouché et je me rends compte qu'elles ont une descente d'organes et qu'elles font de la course à pied. Donc heureusement qu'elle a accouché parce que du coup je la vois et je peux moi un peu rééduquer son corps et faire en sorte à ce que ça se passe mieux à l'intérieur. Donc la coordination du coup de la gestion de pression et plus le bas, voilà tout à fait, pour pouvoir être sûr que quand elle court, ça n'impacte pas autant qu'avant où elle n'avait pas forcément conscience. Et que peut-être qu'il y avait une désorganisation qui se faisait et que son corps s'adaptait tout simplement jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est plus possible et hop, à ce moment-là, elle peut avoir un symptôme. Parce que tu peux avoir une descente d'organes sans symptôme. Ça, c'est possible. Ça fait peur, ça. Et c'est pas grave. Ouais. Et c'est ça que j'explique, c'est que c'est vraiment, tu t'inquiètes pas parce que l'indication chirurgicale d'une descente d'organes, c'est souvent les symptômes. C'est symptomatologique et c'est pas par rapport au grade de ta descente d'organes. On va jamais opérer quelqu'un qui a une descente d'organes et qui n'a pas de symptômes. Tu peux vivre avec ça toute ta vie sans problème. Juste consulte pour faire en sorte que dans tes habitudes de vie, tu n'es pas en train d'aggraver ces descentes d'organes et qu'on entretienne justement ce grade-là. Mais comment tu le sais de base si du coup tu n'as pas de symptômes? Parce que tu n'as pas pensé à consulter. Exactement. La prévention. Non, la prévention premièrement, mais c'est aussi le fait de, justement, si tu as accouché ou bien tu viens pour tes fuites urinaires, et donc moi je fais le bilan, je fais, ah oui, tu as aussi une descente d'organes. Et donc je fais d'office attention à tout ça, quoi. Mais dès que tu es une femme et que tu viens consulter chez moi, je fais en sorte de toute façon travailler ça pour être sûre que ça ne se développe pas.
Donc en fait, on devrait, par prévention, tous faire un bilan une fois de temps en temps chez une kiné spécialisée, non ? Moi, je pense que oui, dans le sens où l'activité physique, c'est quelque chose de primordial pour tout le monde et qu'il y a de tout et tu connais pas ton corps, alors oui, consulte. Et d'où le centre que je voulais justement créer, parce que l'activité physique fait partie de nous, c'est pour notre santé. On te dit, il faut faire du sport, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ça va ensemble, tu vois. Ça, c'est vraiment pareil. Et donc, oui, je dirais, franchement, oui, ce serait mieux de consulter pour être sûr que tu fais pas mal les choses. Il y a plein de choses qu'on doit faire pour optimiser sa santé. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a des signaux d'alerte, et donc les fuites, tu disais, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas niveau périnée. Oui, okay. Tout à fait. Et là, on fait quoi? Donc ça vient... on a expliqué d'où ça venait, mais on fait quoi si c'est comme ça? Qu'est-ce que tu voulais dire sur les fuites? Les fuites fécales, parce qu'il y a aussi les fuites urinaires, mais au niveau des fuites fécales, ça peut être vraiment dû à plusieurs choses. On avait vu tout à l'heure, ça peut être en fait des fausses fuites cachées par une constipation. Donc on va plutôt traiter la constipation et pas venir traiter indirectement la fuite. Mais tu peux avoir des fuites tout simplement parce que tu as vraiment ce relâchement qui est présent au niveau de ton périnée et du coup tes sphincters qui ne ferment pas autant. Ou bien parce que ton rectum ne fonctionne pas bien, il t'a pas assez prévenu ou rapidement. Donc il y a vraiment plein de choses qui peuvent faire en sorte que tu peux avoir des fuites. Mais le bilan sera primordial pour savoir d'où ça vient. Et souvent, ce sera traité d'une certaine manière en kiné, mais peu importe pourquoi tu as la fuite, parfois en tant que kiné, on ne sait pas d'où vient le problème en soi. Hein. Enfin, je pense qu'en tant que diététicienne, c'est un peu pareil. Tu vois qu'il y a des problématiques, tu sais qu'il faut mettre en place parce que tu vois que ses habitudes de vie ne sont pas dingues. Et donc, il y a d'office quelque chose à mettre en place et ça va quand même améliorer sa qualité de vie. Nous, c'est un peu pareil. Parfois, ils viennent, franchement, je te dis, je ne sais pas d'où ça vient, mais je vais essayer de travailler sur les symptômes et si ça s'améliore, c'est OK pour moi. Là, c'est pareil, parfois la fuite fécale, tu ne sais pas forcément d'où ça vient, mais tu essayes de voir un petit peu si c'est un périnée qui est hypotonique, donc beaucoup trop faible, entre guillemets, qui ne maintient pas assez bien, ou bien beaucoup trop tendu. Et alors à ce moment-là, tu peux travailler dessus. C'est toujours trouver la cause plutôt que de traiter le symptôme, c'est toujours mieux pour pas que ça revienne, j'imagine. Bien sûr, mais la première chose, souvent quand ils viennent, c'est qu'ils cherchent à être soulagés. Donc dans tous les cas, il y a plein de choses à mettre en place, et c'est pour ça que de travailler en équipe, à ce moment-là, c'est primordial. Enfin, comme on disait, tout est lié, quoi. Enfin, il y a la détente, il y a l'optimisation de l'alimentation, il y a avoir cette régularité, écouter son corps. Et c'est marrant parce que dans tous les épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, c'est aussi avoir une meilleure connaissance de soi, s'écouter aussi. Et savoir connaître mieux les signaux, d'où ça vient, etc. Donc on a plein de pistes en fait différentes qui nous permettent vraiment d'optimiser les choses. Et même en ayant eu toute cette idée du podcast autour du SI, je pensais pas qu'il y allait avoir finalement autant de choses. Et même moi, j'apprends plein de trucs, donc c'est trop bien. C'est trop chouette. Ok, alors maintenant qu'on sait un petit peu d'où peuvent venir les problématiques qu'on peut rencontrer quand on a un SI ou même pas forcément de SI, des troubles digestifs généraux. Quand on vient consulter un kiné, ça se passe comment une séance? Ça fait un peu peur tout ça. Il se passe quoi chez toi? Je comprends tout à fait. Bon déjà, la première séance, c'est l'anamnèse. Là, on a bien compris l'importance de l'anamnèse. Moi, je prends énormément de temps déjà pour prendre vraiment tout le profil, les antécédents médicaux, etc. Parce que tout est un peu lié finalement. Et puis ensuite, j'explique. En fonction de ce que la personne fait dans sa vie quotidienne, je vais reprendre ses habitudes de vie si je vois qu'il faut les adapter, parce que rien que ça, parfois, ça règle déjà le problème. Okay. Et ça, c'est fou. Et ça m'arrive souvent, dans le cas de constipation. C'est trop bien. Oui, c'est trop chouette. Ouais, comme ça, t'as pas besoin d'aller pousser plus. Exactement. Et donc voilà, l'anamnèse, c'est vraiment la toute première séance. Et j'explique comment va se dérouler les prochaines séances. Généralement, la deuxième séance, tu fais des bilans. Tu fais le bilan au niveau de la respiration abdominale, le postural, comment elle se tient. Parfois, juste quand je regarde le patient arriver, nous, en fait, en tant que kiné, on est un peu biaisé, je pense, à chaque fois. On regarde tout. Comment elle se déshabille, comment est-ce qu'elle met son manteau, etc. Et là, tu vois un petit peu certaines choses. Tu te dis, OK, là, il va falloir travailler un petit peu au niveau des fesses. Je vois qu'elle est tout le temps constamment en train de serrer, des belles choses comme ça. Ou quand elle doit se coucher sur la table de kiné, je vois aussi comment elle le fait. Si je vois qu'en fait, elle a hyper mal au dos, elle va faire en sorte en fait de compenser pour moins utiliser son dos, par exemple, tu vois. Et tout ça, ça a un impact finalement sur ton bassin. Ton bassin, il est au milieu du bas de ton corps et du haut de ton corps. Et donc là, on fait vraiment tout le bilan un petit peu. On voit de manière globale avant d'arriver au niveau vraiment local. Parce que de toute façon, on ne va pas directement au niveau local avec les patients. Je pense qu'ils auront peur.
Et puis, une fois qu'on a vraiment travaillé tout ce qui est respiration, diaphragme, qu'on voit au niveau aussi des abdos, comment ça fonctionne, si je vois qu'en fait les abdos ne répondent pas du tout, tu dis ok, il y a probablement un problème de pression, il n'y a pas d'amortissement qui se fait ici, et donc ça pousse bien sur ton périnée, même si toi tu ne pousses pas directement. Et puis ensuite on fait un bilan anorectal. Donc ça c'est vraiment dans le cas de constipation. Chez les femmes je peux faire un bilan aussi vaginal, mais le bilan anorectal c'est vraiment pour permettre aux patients de se dire ok, déjà elle me parle de mon périnée, je ne sais même pas ce que c'est. Elle me l'a expliqué à la première séance avec des mots. Mais maintenant je regarde en bas, je ne le vois pas mon périnée non plus. Donc moi je ne peux pas non plus deviner son périnée. Et donc, ce bilan-là va me permettre à moi de l'évaluer, mais surtout pour qu'elle puisse sentir où est-ce qu'il se trouve, comment est-ce qu'il est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour pouvoir améliorer ce dont elle a besoin d'améliorer. Parce que je l'aurai évalué. Donc si maintenant je fais son bilan anorectal, je lui dis ok, là tu sens ce que je suis en train de toucher, là c'est ce muscle-là, quand tu serres, est-ce que tu sens qu'à 3 secondes tu lâches directement, que tu as du mal à le maintenir. Mon but c'est vraiment que pas juste d'évaluer son périnée en me disant ok là check, donc à ce qu'elle puisse sentir la même chose que ce que moi je ressens. Parce que qu'elle puisse connecter en fait ce qui se passe pour ensuite savoir comment l'utiliser, j'imagine. Ouais, c'est le but. C'est ça. Parce qu'à la maison je suis pas avec elle. Et donc si je lui demande de contracter et de relâcher et qu'en fait elle sait pas vraiment ce qu'elle doit sentir, elle va faire ça dans le vent et puis ce sera pas efficace. Et si ça se trouve en fait elle est en train de serrer, elle serre super mal, elle serre ses fesses, elle serre pas son périnée, ou bien elle serre son périnée mais elle le serre vraiment pas bien, et je lui demande ce qu'elle en pense, et elle me dit ouais pour moi j'ai hyper bien serré. À la maison elle le fera mal. Donc c'est vraiment d'apprendre encore une fois à connaître son corps et de savoir l'utiliser, mais dans quel sens. Parce que si maintenant tu apprends à contracter, mais qu'à ce moment-là elle sait que chez elle il faut pas contracter parce qu'elle est hyper tendue, je ne vais pas lui apprendre à contracter pour renforcer, je vais lui apprendre à contracter pour sentir le relâchement qui suit. Parce que ces gens-là, ah oui, d'accord, tu vois, tu ne pourras pas demander à une personne qui est tendue de manière générale de se relâcher. Elle va dire, je suis relâchée, qu'est-ce que tu me racontes ? Il faut qu'elle recontracte encore plus et ensuite qu'elle sente la détente. Tout à fait. Tu vois, et ça c'est toute une prise de conscience, mais personne t'a appris en fait cette zone-là. C'est hyper tabou et puis on n'en parle pas. Et donc ça c'est vraiment le but de base. Et puis en fonction de ce dont ils ont besoin, la rééducation, elle commence comme ça. C'est vrai que moi, je me rappelle pas de mes cours là-dessus. Enfin, je me rappelle vite fait qu'en gros, c'est la reproduction, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil. Enfin, pareil. En détail comme ça, alors que c'est la base, c'est hyper important et c'est notre santé aussi sur le long terme, si on a des enfants, si même en fonction des sports qu'on fait. Enfin, tu vois, ça, c'est tellement important en fait et on n'en parle pas, donc je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. J'attends aussi. Mais du coup, tu vois, par exemple, c'est une anecdote encore que moi j'ai eue. J'ai été faire du cross-training, donc c'est un peu un entraînement fonctionnel et je devais faire un squat avec une barre. Et c'était un coach et il me dit, ok, voilà, quand tu fais ton squat, tu pousses comme pour faire caca quand tu descends. Tu dis, c'est qui dans le périmètre ? Tu l'as dit à la mauvaise personne, quoi. À fond. Alors, j'ai rien dit. Et j'aurais peut-être dû, là, je le regrette, tu vois, en parlant. Mais parce que si je commence à dire à tout le monde que je suis kiné dans le périnée, etc., enfin, ils ont leur propre formation et je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Je pense que c'est primordial pour la femme, la prévention de la santé de la femme, d'avoir ce module-là dans tout ce qui est coaching pour le sport. Et donc là, en fait, on te demande de pousser et c'est tout le contraire. Tu es censé justement... Ça se fait normalement automatiquement, comme tous les muscles profonds dont je t'avais expliqué, mais il faut que ce soit bien conditionné pour que ce soit automatique. Et parfois, tu te rends compte que chez des personnes, c'est pas bien organisé et c'est à nous de venir un peu reconditionner le corps pour que petit à petit, en fait, ça se passe automatiquement. Mais quand c'est pas automatique, il faut le faire volontairement. Mais si en plus ça, on te demande de faire tout le contraire, t'imagines à chaque fois que tu vas faire ton sport, tu pousses plus le poids, etc. Enfin, moi, ça me paraît logique, par contre, qu'à un moment donné, ton corps, il va associer le fait de faire ce mouvement à pousser et qu'au bout d'un moment, sur le long terme, ça va... Non, mais les fuites, les descentes, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais parmi les traitements, de manière générale, les premières séances, ça se passe comme ça. Et puis par rapport à ce pourquoi elle vient, il y a différents types et c'est assez rapide finalement. Dans l'anorectal, c'est restreint dans le sens où on n'a pas énormément de techniques différentes, comme un exercice pour renforcer le genou par exemple, si maintenant tu es constipé. Si on part du principe que tu es constipé parce que tu as du mal à relâcher, tu as une dysénergie par exemple dont on avait parlé, où en fait au moment où c'est censé pousser vers le bas, en bas tu contractes, là on travaille un peu la prise de conscience pour que quand je suis à l'intérieur, je lui fais comprendre, ok là en fait tu es en train de contracter, tu es en train de relâcher, et essaie d'en prendre conscience aux toilettes, etc. Et puis tout ce qui est conseil d'hygiène de vie,
Donc tout ce qui est position aux toilettes, respiration, prendre le temps, ça c'est le gros travail qui a l'air en effet simple, mais ça fait partie de ta routine. C'est tout ce qui change ta routine qui est le plus dur, comme l'alimentation, je pense. Ouais. Donc ça c'est au niveau de la constipation. Et puis il y a l'altération de besoin. Donc tu te rappelles, les personnes qui n'ont plus vraiment la sensation de besoin, ça se travaille aussi. Et en fait j'ai pris de quoi justement montrer grosso modo. Trop intéressant. Non mais attends, quand les filles elles viennent te voir, tu sais, comme t'es pas médecin, tu sais, tu te dis une kiné, tu sais, il faut avoir confiance quoi. On se dit pas que ça peut être une spécialité, vous avez beaucoup de connaissances sur le sujet. Enfin. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois je me pose même la question, je me dis mais Pierre, elle a confiance quoi. Enfin c'est pas rien. À la deuxième séance, du coup je préviens toujours à la première séance comment vont se dérouler les séances, avec son accord bien entendu. Et quand elles reviennent, ça veut dire qu'elles te donnent leur consentement en soi, parce qu'elles savent. Mais aussi, c'est jamais à la première séance qu'il y a des gestes un peu spécifiques. Non. Tu préviens un minimum pour qu'elles se préparent aussi au niveau du cerveau, émotionnellement. Mais c'est souvent justement à la première séance où tu installes vraiment un terrain d'entente. Ça met du temps déjà. De confiance. Puis de faire l'anamnèse et tout, de bien comprendre la situation, quoi. Ça met du temps. C'est clair. Mais après, ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Ils sont obligés à rien. Si maintenant, la première séance, le feeling n'y passe pas, même si, pour X ou Y raison, revenez pas. Allez chez quelqu'un d'autre. De toute façon, ils reviennent pas, non, je pense, si ça passe pas. C'était déjà arrivé, toi ? Non, c'est jamais arrivé, mais il y a des personnes qui n'osent même pas dire non. Ils y vont quand même parce qu'ils veulent aller mieux, mais ils sont quand même pas à l'aise. Mais après, je le sens. Mais c'est difficile du coup parce qu'en fait tu dois leur expliquer tout ce qui est relâchement, etc. Quand tu es en plus dans une condition où tu connais pas la personne. Je vais pas plus loin. Tu le sens directement. Par exemple, je te dis, je suis devant, donc je te soit le vagin ou l'anus. Et je dis, ok, est-ce que je peux commencer maintenant ? Elle dit oui. Et les jambes elles sont comme ça, tu vois. C'est fermé, je fais. Écoute, peut-être que émotionnellement, dans ta tête, tu dis oui, mais ton corps, il veut pas. Donc, on va pas y aller maintenant. Et donc, je travaille la respiration. Je redonne confiance, et puis tu vois complètement la différence, tu vois. Mais donc, parfois, tu n'as même pas besoin de parler. Elles n'ont pas besoin de parler, tu le sens, si elles sont prêtes ou pas. Et généralement, ça se passe bien. Mais donc, à toi d'être hyper bienveillante, c'est tout un travail. Quoi. Mais oui, effectivement, tu as besoin d'avoir confiance pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Ok, donc qu'est-ce que tu vas nous faire là ? En gros, les personnes qui ont des problèmes au niveau de la sensation de besoin, donc en fait, on parle de la sensibilité du rectum. Et donc, en fait, on peut venir travailler ça avec un cathéter et tu as un ballonnet au bout. Et donc, en fait, tu viens insuffler de l'air à l'intérieur. Donc, un ballonnet, c'est un petit ballon, quoi. Oui, je vais te le montrer. Exactement, je vais te le montrer directement. Tu peux le voir ici. Donc, si maintenant, je viens mettre ici, je vais insuffler de l'air et tu vas voir ici, hop, ça va se gonfler. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc ça, c'est vraiment un ballonnet. Et donc, si maintenant, j'enlève, tu vois que si je laisse aller, ça diminue petit à petit. Ok, ça va permettre en fait d'imiter, de simuler des selles. Une sensation de besoin. Mais moi, je connais mes normes. Donc, je sais qu'à partir normalement de autant d'insufflation d'air, la personne est censée recevoir au moins une sensation de besoin à tel moment. Donc, si maintenant elle me dit que voilà, moi, une semaine, parce que tout simplement, je me rends compte que je n'ai pas la sensation de besoin, je dis ok, il va falloir retravailler ça, donc redonner de la sensibilité à ce rectum. Pour ça, en fait, on met ça au niveau de l'anus et donc du rectum. Donc, avant de te montrer à l'intérieur, en gros, le rectum, c'est ça. Ok, tu as le canal anal qui est ici, qui est beaucoup plus petit, et là tu as le rectum. Donc les selles arrivent d'abord dedans, et c'est ici que tu sens, ok, il y a des récepteurs qui envoient l'information au cerveau pour dire ah je sens quelque chose. Et donc moi mon but c'est que son rectum puisse mieux sentir, en tout cas plus rapidement, ces selles à temps. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais introduire le cathéter à l'intérieur du canal anal pour ensuite que ce ballonnet arrive au niveau du rectum pour pouvoir simuler des selles. Une fois qu'on est ici, moi mon but, donc je vais le faire là parce qu'on va le voir beaucoup plus facilement, donc ici, ok, on reçoit vraiment la même chose, tu as l'anus qui est là, je viens mettre à l'intérieur, évidemment avec du gel, etc. C'est pas censé être douloureux. Mais du coup, il y a des selles qui sont juste... Après, ça ne bloque pas pour... Justement, il faudrait que la personne puisse faire un lavement avant. Ah oui, d'accord. Tu vois, parce que sinon tu n'utilises pas ça, c'est pas agréable. Oui. Okay. Voilà. Une fois que c'est à l'intérieur, donc sans douleur ou quoi que ce soit, toujours. À ce moment-là, moi, je vais venir insuffler de l'air assez rapidement et je lui demande, ok, à partir de quand est-ce que tu sens quelque chose ? Pas et forcément. Dis-moi. Et du coup, c'est ce que tu disais, le deuxième sphincter, non ? Non, attends, c'est le premier. Ou tu fais ça pour ressentir l'envie d'aller... C'est le deuxième ? En fait, c'est même pas une question. Là, on parle vraiment des récepteurs que tu as au niveau du rectum. Ok. Tu vois, et tu te rappelles, pour avoir la sensation de besoin, c'est dès que tu reçois une selle
dans ton rectum et que ça va se distendre, donc il y a plus de pression, là, à ce moment-là, la distension est ressentie par des récepteurs qui envoient l'information à ton cerveau. Et puis ensuite, tu as tous les réflexes qui viennent. Moi, mon but ici, c'est juste travailler la sensibilité, pas de la continence ou quoi que ce soit. Et donc, de venir insuffler de l'air comme ça, assez rapidement, tu vois que ça gonfle ici. Je demande à la personne de me dire directement, ok, dis-moi dès que tu sens qu'il y a quelque chose. Elle va me dire, ok, là, je commence à sentir. Moi, je regarde un petit peu combien j'ai mis, je me dis, ok, moi, j'aimerais bien qu'elle sente un peu plus rapidement. Et donc, en fait, je viens faire ça un peu plus rapidement. Et généralement, quand tu vas assez rapidement, la personne, elle le sent plus rapidement aussi. Ok. Et en fait, on travaille ça comme ça. Puis ensuite, je demande, ok, maintenant, je vais aller un peu plus loin. Dis-moi quand tu ressens la sensation de besoin d'aller à selle. Et là, je me rends compte, purée, en fait, je vais mettre énormément d'air pour qu'elle sente quelque chose. Et donc, j'aimerais bien qu'elle puisse sentir, en mettant moins d'air, la sensation de besoin. Tu vois. Et en fait, ça travaille comme ça. Ok, petit à petit, quoi. Et on a franchement des hyper bons résultats. C'est juste que les personnes sont un peu plus restreintes. Pas restreintes, mais elles sont un peu plus freinées quand je dois... Évidemment, j'explique ça de la même manière. Ils disent, oh, wow, tu vas mettre quelque chose à l'intérieur pour simuler, c'est pas agréable. Moi, je suis passée par là. Je ne l'ai pas faite chez une kiné pour pouvoir me traiter parce que je me traite toute seule. Mais quand on se forme, on se forme sur nous-mêmes. Donc en fait, on en est au propre Kobe. Et du coup, ça aide énormément. Parce que tu ressens vraiment les choses et ça te permet vraiment de dire « Ah ouais, ok, effectivement, là, je l'ai senti rapidement. » Et moi, au début, je dis rien au patient. Je dis pas « Oui, là, tu as senti ça beaucoup trop rapidement. » J'essaie vraiment de jouer sur sa sensibilité et de récupérer une sensibilité qui descend un peu plus à la norme. Donc, son seuil descend un peu plus que d'habitude. Et c'est trop intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des solutions, quoi. Je veux dire, tu vois, pour les personnes qui ont... des solutions et c'est ça qui est fou parce que franchement, moi, je le savais pas non plus, quoi. Ouais. Puis c'est entre guillemets assez simple. C'est pas agréable, je pense, j'imagine. Et bon, voilà, faut faire confiance. Mais c'est ça. Il y a des solutions. Et après, quand on arrive à rééduquer ces sensations-là, on peut trouver des solutions sur le long terme. Donc c'est trop. Oui, tout à fait. Donc on peut vraiment travailler sur cette sensibilité-là. On peut travailler sur la constipation et on peut aussi travailler sur les incontinences. Et en fait, les incontinences, c'est ça. Tu as sûrement entendu parler des sondes anales. Ça te dit quelque chose ? Des sondes pour... Les sondes anales, c'est des sondes qu'on met dans l'anus pour pouvoir renforcer. Les sondes vaginales, c'est assez connu. Tu vois, non, genre... non, c'est pas quelque chose... je vais te montrer. que j'aborde, sur lesquels on a été formés ou autre, donc... Je vais te montrer. Voilà. Donc là, en fait, tu as une sonde et tu as des électrodes de chaque côté. Ok. En fait, ici, ceux qui sont déjà allés faire de la kiné, ils vont probablement se reconnaître. Souvent, on utilise ça. Généralement, c'est les sondes vaginales. Ça ressemble à autre chose et ça, c'est assez connu. Souvent, c'est ta défuite urinaire, tu vas chez la kiné, tu mets une sonde et tu renforces à fond et tu regardes ton écran. Et en fait, quand tu serres, tu vas avoir une courbe qui va monter et quand tu relâches, ça va redescendre. Même si je ne suis pas non plus... je suis pas très pro sonde, ça dépend pourquoi tu l'utilises. Ici, dans le cadre de tout ce qui est anorectal, les sondes, en fait, vont permettre de capter la contraction musculaire. Donc là, de ton périnée en soi. Si j'utilise, c'est parce que je fais le toucher anorectal, je fais le bilan. Et moi, c'est la prise de conscience d'abord. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai beau lui demander de serrer avec toutes les métaphores possibles, il n'y a rien qui se passe. Elle ne comprend pas, il n'y a pas de lien. Parfois, le schéma corporel, il est compliqué, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ok, je vais devoir utiliser d'autres outils. Et donc là, j'utilise la sonde. On met ça, en fait, dans l'anus. Et c'est pas censé être douloureux ou quoi que ce soit. C'est branché en fait à un ordinateur et à un écran. Et en fait là, une fois qu'elle va contracter, elle va pouvoir voir si ça monte ou pas. Techniquement, elle n'y arrivait pas. Donc elle va voir qu'il se passe rien. Et donc moi, je peux envoyer un courant électrique qui va simuler une contraction pour qu'elle se dise « Ah oui, c'est là, je sens. » Elle ne le fait pas elle. Elle dit « Ah oui, c'est là que je dois serrer. Ok, maintenant je comprends. » Et donc elle peut essayer de serrer. Donc on peut travailler en fait la prise de conscience pour l'aider à pouvoir contracter et relâcher son périnée parce qu'avant, en fait, elle n'arrivait pas à le faire toute seule. Et donc ça travaille pour la proprioception, finalement, la prise de conscience. Mais du coup, ça se travaille aussi pour les personnes qui ont des fuites. Toutes les personnes qui ont des fuites parce que c'est un périnée qui est beaucoup trop faible, entre guillemets, là, en fait, elle va pouvoir regarder un écran et pouvoir contrôler elle-même, justement, en contractant, en relâchant. Et donc, tu as plein de choses que tu peux faire. C'est bien à un moment donné. Et puis, parfois, tu te dis, OK, bon, maintenant, l'écran, on l'enlève. Et maintenant, je veux que tu te concentres sur ce qui se passe en bas parce que c'est facile de juste regarder un écran. À la maison, tu l'as pas. Mais ça permet vraiment d'aider les personnes qui n'ont pas trop le schéma corporel entre le périnée et le cerveau, quoi. Et donc, ça se travaille assez bien. Et ça, tu dis, ça dépend des patients. Il y en a assez rapide, d'autres pour qui ça... Ça prend... Moi, je remarque qu'il y a ça prend plus de temps pour les personnes qui ont des fuites
plutôt que les personnes qui ont une constipation. Mais si on est régulier, on peut y arriver. Franchement, si on est régulier, je pourrais jamais promettre et je pourrais jamais m'avancer sur l'évolution. Ça dépend vraiment. Parfois, je sais même pas pourquoi ça fonctionne pas. La personne, elle est assidue et donc je dois rediriger. Tu vois, on a un peu tous nos limites. Malheureusement, le corps humain, il est tellement complexe. Mais il y a des choses à faire et il faut les essayer avant même de penser à des opérations. Parce qu'évidemment, il existe des opérations, tu vois. Et donc, moi, je trouve que tant que tu t'as pas vu de la kiné pour faire un traitement conservateur avant de te faire opérer, bah, c'est vraiment dommage. Parce que même si tu te fais opérer, moi je vois les patients pour préparer une opération de cette sphère-là. Comme ça, ils ont une prise de conscience de leur périnée. Et comme ça, même s'il y a un sphincter ou quoi qui a été touché lors de l'opération et qu'après, en fait, c'est beaucoup plus faible, pour retrouver et pour récupérer cette fonction-là, c'est plus facile si tu l'as déjà senti avant que si tu le sens après que c'est déjà altéré, tu vois. Voilà. Intéressant. Trop bien. Donc ça, c'est vraiment les bases que tu utilises. Il y a d'autres choses que tu peux faire en kiné? Bah oui, mais tout ce qui est un peu classique, respiration, conseil d'hygiène de vie, etc. Tout ce qui est fascia et descente d'organes, tout ce qui est organes aussi, donc pour venir travailler au niveau des viscères. Ça, je pense que tu l'as peut-être vu aussi avec la kiné précédente. Elle a parlé surtout des douleurs projetées. Et avec les fascias, les bras, tu vois, ça permet aussi d'aider tout ce qui est constipation ou tout ce qui est douleur. Parce que si tu es bloqué en bas par une contraction musculaire, c'est tout le reste qui est répercuté, tu vois. Et donc, travailler les fascias, c'est hyper intéressant aussi. C'est complémentaire à l'épisode d'aujourd'hui. On va vous mettre le petit lien cliquable aussi ou en description si vous écoutez l'épisode. Comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Ah oui, il y avait des petites questions. Est-ce que c'est douloureux ou gênant de faire ces... Ah oui. Je trouve que c'est une bonne question parce que c'est vrai que tu dis, à partir du moment où tu as même un toucher vaginal, elles ont peur. Moi, je leur dis toujours, à aucun moment, vous devriez avoir une sensation inconfortable à cause de mon examen clinique. S'il y a une douleur ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose et on la traite, on essaie de la traiter directement. Moi, je joue beaucoup avec tout ce qui est désensibilisation. Parce qu'en fait, ton cerveau, à partir du moment où il a retenu qu'il a une douleur, comme je t'avais expliqué au tout début du podcast, il va retenir et donc il va se mettre en mécanisme de défense. Si en plus de ça, tu as un patient qui, en fait, à chaque fois qu'il va à selle, il a tout le temps mal. Ça lui fait mal parce qu'en fait, il a toujours des selles hyper sèches, etc. Tu peux être sûr que cette zone-là, elle est encore plus contractée. Alors qu'il est constipé, donc ça lui crée un cercle vicieux. Il vient chez moi et je dois pouvoir lui apprendre à se relâcher. Mais pour lui apprendre à se relâcher, j'aime bien faire un bilan d'abord. Et donc faire un bilan, pouvoir rentrer à l'intérieur, ça va peut-être lui faire mal parce qu'il va se mettre en mécanisme de défense. Il retient que là, ça fait mal. On va mettre quelque chose à l'intérieur, il va encore plus se contracter. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de venir d'une certaine manière. Je ne vais pas à l'intérieur tant qu'il a mal, ça c'est sûr et certain. Je reste peut-être à l'extérieur et je viens garder un contact dans la zone où ça fait mal, sans forcément rentrer. Et je fais le même mouvement, mais tout doucement, par exemple. Comme ça, le cerveau, il se dit, en fait, ça va. Et donc, pour la même zone où il a ressenti de la douleur, moi, je fais en sorte à ce qu'il ressente autre chose. Au pire, c'est peut-être un pincement ou quoi que ce soit, mais ça change de sensation et comme ça, ton cerveau, il ne retient pas que la même douleur tout le temps. Et donc, à aucun moment, c'est censé être gênant. Et si ça fait mal et qu'en fait, on vient à l'intérieur comme une brute, c'est peut-être de voir un autre kiné, tu vois. Il y en a vraiment qui font ça, ou alors, dans les hôpitaux, ils n'ont pas forcément le temps. Et donc, ça se fait beaucoup plus rapidement. Nous, ici, on prend 1 heure, on prend vraiment le temps. Si moi, je vois que la personne, en fait, c'est pas possible aujourd'hui parce qu'en plus, elle a mal dormi, elle est stressée, etc., on force pas. Parce que si tu forces, ce sera tout le contraire, tu vois. Elle va revenir encore plus stressée. Puis avoir un blocage et peut-être même pas reconsulter et avoir une mauvaise expérience. C'est ça. Et oui, la manométrie, c'est quoi exactement ? La manométrie, c'est presque la même chose que ce que j'avais montré avec ça. C'est juste qu'en fait, eux, à la place de mettre de l'air, ils vont mettre de l'eau. Et donc, en fait, ils vont remplir le ballonnet d'eau. Toi, tu es normalement soit couché sur les côtés ou bien tu es assise. Et tu dois leur dire à quel moment tu ressens donc, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, à quel moment est-ce que tu as la sensation de besoin. Et ensuite, ils vont te demander de contracter, de relâcher et en fait, d'expulser le ballonnet comme si c'était des selles. Et comme ça, en fait, ils voient à quelle pression tu ressens quelque chose. C'est vraiment pour évaluer et de te dire, OK, là, on voit qu'on se rend compte qu'il lui faut énormément d'eau pour qu'elle puisse sentir quelque chose et que quand elle essaye d'expulser le ballonnet, en fait, elle n'y arrive pas parce qu'il est en train de contracter plutôt que de relâcher, d'où la dysynergie. Donc, on peut vraiment voir comment fonctionne la défécation en fonction des pressions et des sensations de besoin et à quelle pression pour que nous, on puisse justement mieux orienter le patient par après.
pour mieux diagnostiquer son problème. Et comme ça, le kiné, quand il a ces résultats-là, au lieu de faire tout un bilan encore, il a déjà pas mal de choses. Ok. Et, mais généralement, c'est toujours dans un endroit assez cosy, lumière un peu tamisée, on te laisse faire ça toute seule, t'es pas devant tout le monde et on te demande d'expulser le ballonnet. Ça se prépare, t'es pas censé avoir de douleur ou quoi que ce soit, mais c'est un texte qui est assez important finalement, parce que ça te montre vraiment tout avec des chiffres. Ok. Mais alors attention, il y en a beaucoup qui viennent et qui disent voilà, bon, on m'a demandé d'expulser le ballonnet comme pour aller à selle et j'ai pas réussi et donc j'ai raté l'examen. Et ils se disent du coup ça veut dire que j'ai un problème en bas. Alors faut pas oublier, tu es dans un environnement, c'est pas des toilettes. Tu sais que tu es analysé, c'est pas des vrais selles. Oui, et donc les conditions ne sont pas vraiment propices pour que tu sois à l'aise pour pouvoir l'expulser. Donc c'est pas parce que tu n'as pas réussi à l'expulser que ça représente ce que tu fais de manière générale dans ta vie de tous les jours. Donc les examens, c'est toujours très important, ça nous donne beaucoup d'indications, beaucoup d'informations, mais attention entre les symptômes et les résultats. Parfois tu peux bêtement avoir de l'arthrose au niveau du dos, ta colonne vertébrale. Tu n'as aucun symptôme, mais une fois que tu le vois, tu commences à développer des symptômes. Donc attention, ça va, par rapport aux résultats des examens et ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Et puis, il y a un autre examen qui est hyper important aussi. La colpocystodéphécographie. C'est ça. Alors, colpo, c'est vagin. Okay. Cysto, vessie. Et la déphécographie, du coup, rectum. Mais là, on va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est déphécographie. En gros, c'est un peu comme une radio dynamique. Donc en fait, on t'introduit un produit de contraste qui va aller se mettre justement dans les endroits spécifiques dont on a besoin pour que quand tu doives aller à selle, en fait, on enregistre vraiment tout ce qui se passe en radio. Comme ça, on voit un petit peu comment tous tes organes, les uns par rapport aux autres, vont bouger et qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu vas pouvoir te relâcher quand ça descend? Est-ce que tu as une descente d'organes qui se met à ce moment-là? Et donc, ça montre techniquement, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur quand tu es en train de déféquer. Et ça nous donne du coup plein d'informations pour ça. C'est vraiment l'examen du coup le plus complet, le plus complet, où il y a le plus de réponses, parce que tu visualises un peu tout en fait. Oui, tout à fait. Ok. Donc, voilà. Et c'est fait régulièrement ça? J'en ai jamais entendu parler. Les personnes qui consultent depuis déjà un moment et en fait elles sont un peu en errance médicale, c'est vrai que souvent c'est fait. Ou alors quand on suspecte une descente d'organes ou plusieurs descentes d'organes avec beaucoup de symptômes, là oui généralement on en fait une pour être sûr du grade, de quel organe, etc. Et de quel impact ça a eu du coup sur le fonctionnement du périnée, quoi. Ok. Pour les personnes qui nous écoutent et qui se sont peut-être reconnues un petit peu dans tout ce que tu as pu expliquer, est-ce que tu avais un message final à leur dire, par où commencer? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, je pense déjà qu'elles ne sont pas seules. Il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes concernées que ce qu'on pense. C'est juste que c'est un sujet tabou. Faut un peu se dire, on peut avoir des problèmes de genoux, on peut avoir des problèmes au niveau de l'anus, du rectum, de la digestion. C'est juste que c'est comme c'est un sujet tabou, on aura moins tendance à les consulter, ou on ne donne pas toutes les informations quand on consulte, alors qu'on est des professionnels de la santé formés pour ça, et on est là pour aider. Et que chaque prise en charge reste en secret professionnel. Et je suis aussi passée par là, et franchement, j'ai eu la chance en fait d'avoir eu ce parcours-là où j'ai pu me prendre en charge toute seule. Les personnes qui ne le savent pas ou qui ne se forment pas pour ça, en voyant cette vidéo, je pense que si maintenant vous voyez que vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, allez consulter. Et si vous consultez, la kiné périnéale, c'est quelque chose, mais il faut absolument appeler avant pour être sûr que la kiné est formée aussi en anorectal. Tout ce qui est kiné périnéale ne regroupe pas forcément les formations en anorectal. C'est assez spécifique. Hein. Ok. Donc c'est assez important. Et il n'y en a pas beaucoup des kinés comme toi? Enfin, c'est quoi la... Tout le monde n'est pas aussi motivé de faire l'anorectal que moi, parce que moi, j'étais concernée. Mais il y en a moins que la kiné juste périnéale. Et attention aussi à ne pas aller chez une kiné juste formée en périnatalité, donc tout ce qui est grossesse. C'est encore différent. Donc le mieux, c'est d'aller chez quelqu'un qui a les trois. Ouais. Donc toi, tu as les trois. Moi, j'ai les trois. C'est trop bien, d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que tu peux pas les séparer. Parce qu'en fait, sans le savoir, tu peux avoir des problèmes à l'un ou à l'autre. Et donc, le fait que tu aies les trois spécialités, ça permet au moins d'être pris en charge dans la globalité, de ne pas oublier autre chose. Et tu te poses des questions aussi différemment, je pense, et pas de rediriger quelqu'un pour la même sphère. Et puis, tu vois, la personne, elle jongle un petit peu entre les deux. Mais c'est hyper important d'appeler avant
si maintenant c'est nécessaire. Parfois, que ce soit gastrologue, proctologue ou médecin généraliste, ils connaissent pas forcément et c'est pas de leur faute. Je pense que dans leur cursus, on n'en parle pas non plus assez. C'est comme et les ça, FODMAP. Voilà, exactement. Ils ont 2 heures de nutrition alors qu'il y a 80% de réussite dans les mises en place. Exactement. Et donc à ce moment-là, je pense que si le patient, enfin si vous écoutez et que vous savez que ça existe, n'hésitez pas à aller chez un généraliste et juste demander une prescription médicale et faites le bilan complet chez le kiné. Ouais, puis comme tu disais, c'est très spécifique. Donc si tu es spécialisé dans ce domaine-là, bon, ça devrait quand même rassurer les gens. Tu te dis, bon, c'est quand même ta spécialité, c'est un domaine que tu aimes bien. Donc, bon, comme pour tout, mais c'est vrai que c'est difficile de créer cette connexion et que les personnes, vraiment, elles se sentent à l'aise. Je sais que c'est pas facile, et même en diététique, tu vois, alors que c'est pas aussi intime, on va dire, que tout ce que toi tu fais, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, ça reste toujours de toute façon un sujet tabou, donc je trouve ça chouette quand tu fais ça. Ouais, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier? Je pense que c'est de pouvoir informer, de partager ce que moi j'ai pu apprendre sur moi et de ce que j'ai pu voir avec mes patients, l'évolution que ça a fait, l'impact que ça a eu. Si je peux juste aider les gens de par mon expérience et ce que j'ai appris, ça n'a pas de prix, quoi. Et ça reste gratifiant. C'est pour ça que je pense qu'on fait ce travail, c'est pour aider les gens. Donc ouais, je pense que ça reste une fierté quand même. Trop bien, ouais, c'est vrai que c'est gratifiant. Ouais. Même moi, c'est pareil, comme tu disais. Tu vois les changements au quotidien, les changements de vie. Enfin, ça impacte tellement d'aspects en fait de la vie que c'est gratifiant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quels sont tes projets sur les prochains mois, les prochaines années? Moi, je suis pas de France, je suis de Bruxelles. Donc, je suis à Bruxelles et là, actuellement, je travaille dans 2 cabinets, à Schaerbeek et à Berchem. Mais je suis en projet d'ouvrir un centre justement pour la femme et de ce qu'on en a parlé justement au début, tout ce qui est sport. J'ai pas envie de séparer en fait tout ce qui est activité physique, sportive, tout ça, et le médical. Pour moi, ça doit aller ensemble et pour faire de la prévention et pour avoir un accompagnement sur le long terme ou en tout cas les aider à les initier au sport de la bonne manière, de la bonne gestion de pression, etc. ou de justement les corriger. Pour qu'après, peu importe où elles vont, je suis sûre qu'en connaissant leur corps, peu importe sur quel coach tu tombes, tu te connais et tu fais les choses bien. Donc j'aimerais bien créer un centre pour ça et normalement, en janvier, c'est censé être le cas. Trop bien. À Bruxelles. Bon, bah, on viendra te visiter et peut-être faire une deuxième vidéo pour présenter ton centre. Vous pouvez me retrouver sur My Pelvic Flow. C'est sur Instagram, sur TikTok, mais c'est surtout sur Instagram. Et puis pour le centre, ce sera sur le site internet, mais ça sera un peu plus tard. Merci Ivy. Avec plaisir, merci à toi. Merci de nous avoir écoutés sur Podcast. La semaine prochaine, Ivy revient dans un nouvel épisode pour nous expliquer comment aller à la selle correctement, les positions qui peuvent être utiles et tous les conseils pour aller à la selle efficacement. Je vous dis à la semaine prochaine et merci de nous avoir écoutés.